Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. On va parler évidemment du Grand Prix de Las Vegas ce week-end, qui s'est déroulé ce week-end, pardon, mais pas que. On est là pour un petit moment puisqu'on a pas mal d'actu à voir ensemble. En fait, ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu puisque, comme vous le savez, il y a eu 2 week-ends de pause. Évidemment, les équipes et les pilotes en ont profité pour faire pas mal de choses. Donc, on va revenir un petit peu sur tout. On va faire un petit peu une petite page actu en vrac comme on fait rarement dans l'émission. Mais là, ça s'impose un petit peu puisqu'il y a eu pas mal d'informations ce week-end et même avant. Et après, on fera un débriefing des 10 équipes et de comment elles ont disputé le Grand Prix de Las Vegas ce week-end, comme on le fait habituellement. Avec moi ce soir pour en parler, il y a Franck. Ça va, Franck? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bah écoute, ça va très bien. Et puis quand vous voyez à la taille du verre, ça veut dire que ça va durer un petit peu de temps, effectivement. Donc, on a des choses à dire. On en a gros. Ouais, c'est ça. Le week-end a été assez chargé. Et il y a aussi Alex avec nous pour en parler. Ça va, Alex? Ça va très bien. Et on est ravis finalement. Ça fait 2 ans de suite qu'on n'a pas eu de titre un dimanche, hein. C'est Max Verstappen adore les samedis soirs et je pense qu'on peut commencer par lui dire bravo pour sa saison. Et son quatrième titre, il rejoint, j'allais dire, il rejoint Verstappen. Oui, il rejoint Prost et Vettel et franchement, il a toute sa place là-haut. Tout à fait. C'est vrai que ça a été une quatrième de suite, hein, comme Vettel. Et puis ça a été un peu plus disputé. On y reviendra tout à l'heure dans la page Red Bull. On va commencer avec quelques informations parce que c'est vrai qu'on a appris plusieurs choses avant le week-end. Il y a eu des infos un petit peu en vrac qui sont tombées. Donc on va commencer immédiatement par cette page-là, évidemment, avec déjà la grande nouvelle qu'on a eue hier soir, c'est l'acceptation de Cadillac en Formule 1 pour 2026. C'est vrai que alors c'était la grande nouvelle attendue parce que ça fait quand même 2 ans que Andretti travaille sur un projet de Formule 1. On n'y croyait plus trop après les refus de Liberty Media, mais finalement Cadillac s'est emparé du projet et a réussi à avoir sa place, à convaincre la Formule 1 qui en fait ne voulait pas visiblement d'un projet familial, on va dire, mais bien d'un projet industriel et d'une marque américaine en plus, enfin une marque américaine du coup, parce qu'il n'y a que Haas qui est en équipe américaine. Et ce sera donc pour 2026. Dans un premier temps, en tant qu'équipe client de probablement Ferrari ou peut-être Honda, et ensuite en tant que constructeur avec un moteur General Motors qui arrivera un peu plus tard. On n'a pas encore de date. Alors déjà, est-ce que pour vous c'est Ouais. un problème avec Andretti ou est-ce que plutôt c'est une question d'image et de Moi, taille? je me permets de te reprendre, Manu. T'as dit que General Motors et Cadillac ont convaincu la FOM. Moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt la justice américaine, le Department of Justice américain et la Commission européenne, à mon avis, qui ont fait monter la pression et l'élection de Trump. Parce que pour défendre voilà, Trump, on sait qu'il aime bien défendre les intérêts américains, y compris quand il s'agit d'aller au conflit, et y compris avec des instances basées en Europe, ce qui est le cas de la Formule 1 et Management. Donc je pense qu'il y a aussi eu un changement judiciaire et d'environnement politique qui ont aussi porté ses fruits, hein, et conduit une pression qui conduisait à faire, voilà, à faire monter les enchères. Il y avait un gros risque, à mon avis, juridique pour la femme. À mon avis, c'est surtout ça, hein, qui a joué. On voyait aussi monter la pression du côté de la Commission européenne, de la Cour de justice européenne, qui a rendu récemment un arrêt qui concernait le foot, mais un peu sur la même histoire, sur le fait de refuser de créer des compétitions ou de faire entrer des équipes dans une compétition. Donc voilà, il y avait tout un environnement réglementaire et juridique qui a évolué. Et je pense que la cerise sur le gâteau, ça a été le retrait de Michael Andretti avec de sa structure André Global. Michael Andretti qui est totalement effacé désormais du projet, hein. C'était aussi, je pense, le prix à payer parce qu'on se souvient, hein, qu'il avait traité à peu près la moitié du paddock de fous, d'égoïstes, d'irrationnels et de personnes vénales, hein. Alors c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas la meilleure manière pour être accepté dans un club. Donc moi je pense que voilà, Cadillac, General Motors, ils avaient déjà fait le maximum, à savoir proposer une équipe américaine, un nom américain, un nom prestigieux et en plus un motoriste. Ils pouvaient rien faire de plus de leur côté. Et c'est tout ce qui s'est passé autour qui ont permis à la fin d'être convaincus. D'ailleurs, c'est assez ironique, hein, on lit les communiqués de presse, évidemment, il y a toujours beaucoup d'ironie. C'est très, très mielleux. Le commentaire de Dominique Ali, alors qu'on sait que c'est lui qui a fait barrage de son corps pour que Andretti n'entre pas en Formule 1. Maintenant, tout le monde est d'accord. Très franchement, ce projet, en tout cas, il a toute sa place, tout à fait légitime en Formule 1. Je ne vois pas ce qu'on peut demander de plus, hein, du point de vue de la femme pour avoir sa place. Donc c'est vraiment, je pense que les débuts vont être difficiles, mais c'est vraiment, voilà, c'est bienvenue à eux parce qu'ils ont toute leur place.
Ouais, et c'est vrai que alors, je laisse la parole à Franck après, mais on a vu un communiqué de presse dans lequel ils ont soigneusement tous évité d'utiliser le mot Andretti. Ça a été, c'est comme un slalom, ils sont tous passés à côté, mais on a vu que voilà, il y avait cette volonté de ne pas. Alors, Mario Andretti a quand même été nommé dans le projet et elle sera là, mais on sent que c'était, ouais, c'était un petit peu, et surtout Voilà, la il c'est a comme été la F1. nommé conseil d'administration et à mon avis, c'est un joli placard, hein. Alors bien sûr, il y a le nom d'Andretti, mais voilà. Déjà, si ça avait été vraiment important, ça aurait pas été Michael, mais ça aurait pas été Marion et Michael. Mm. Et ensuite, voilà, je pense que qui siégera sur cette administration, d'ailleurs, s'il est tout seul, il va être bien seul. Donc je pense que c'est juste pour décorer. Et voilà, c'est un joli placard. Je pense aussi, ouais. Comme le dit MMG, c'est un ni oui, ni non, ni Andretti, alors qu'on a communiqué. Franck, qu'est-ce que t'inspire cette arrivée? Est-ce que toi, tu penses qu'effectivement la justice a un peu aidé, ou est-ce que aussi le fait que ça change d'entité a pu changer les choses? Bon, qu'est-ce que j'en rajoute de plus? Vous avez tout dit déjà. Voilà, hein, donc non, oui, ben, la justice forcément, le fait qu'elle se saisisse effectivement des conversations des patrons d'équipe avec la FOM et tout ça, et que bon, clairement, il y avait une volonté de protéger les parts du gâteau de la FOM et des revenus derrière. Ça a joué, donc après il y a aussi eu ben, forcément de l'eau dans le vin avec le retrait de Michael Andretti aussi euh, du projet, parce qu'effectivement ben voilà, et c'est lui et Greg Maffei qui d'ailleurs va partir aussi de la direction de Liberty Media, s'entendaient pas du tout, donc c'était même très personnel entre eux. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se jouent après pour savoir exactement ce qui a été le déclencheur du oui. Il faudrait être vraiment dans les arcanes du dossier, je pense, voilà, dans les bureaux de la FOM à Londres. Mais je pense qu'effectivement, il y a un peu de tout ça. Et puis peut-être que finalement, en fait, croire aussi au principal, c'est-à-dire que le fait que General Motors et Cadillac veulent vraiment s'impliquer avec leur propre nom dès le départ, ça doit aussi jouer, même si le moteur attendra. Alors c'est 2028, hein, Mario Andretti. Et certes, Mario Andretti n'a pas été cité du tout dans le communiqué officiel de la FOM, mais General Motors, ça fait comme un petit communiqué à côté. Et Mario Andretti s'est vite saisi aussi dans les médias de quelques réactions et a donné aussi quelques infos aujourd'hui, effectivement, sur le fait ben, voilà, que ça sera plutôt le moteur Ferrari pour des raisons historiques aussi de lien. Je pense qu'effectivement aussi en termes de figure de l'équipe ambassadeur, en fait, il pense avoir un rôle un peu similaire à celui que Niki Lauda avait chez Mercedes. Donc un petit peu pas de directeur non exécutif, parce que c'est peut-être aller un peu trop loin, mais effectivement pouvoir donner son avis un peu sur les pilotes, ce genre de choses. C'est quelque chose effectivement qui est voilà en tête de proue. Voilà, c'est pas un Andretti qui froisse la FOM et les équipes, on va dire. Donc ça convient un petit peu bien à tout le monde. C'est-à-dire que ben voilà, c'est pas Andretti derrière dans le nom de l'équipe. Ça restera comme la structure montée par Andretti derrière. C'est comme tout le consortium qu'Andretti Global a mis en place qui va servir de tête de pont à cette équipe. Donc faut pas l'oublier non plus. Même si Michael Andretti effectivement il a un rôle un peu plus très en retrait de cette structure d'ailleurs qui a été renommée TWG. Donc voilà, on efface effectivement Andretti au maximum possible. Bon, si Mario Andretti pouvait faire se rebaptiser Mario Trump, peut-être que ça aurait pu, ça aurait pu aider aussi. Il est déjà fan, donc peut-être. Déjà très très fan effectivement. Donc voilà, effectivement, tout ça a dû jouer. Et au fait aussi, voilà, et puis le fonds anti-dilution aussi, qui était un vrai souci aussi, c'est que je pense qu'il y a eu, apparemment, il y a eu effectivement un accord aussi entre les 10 équipes, la FIA et la FOM, pour que ce fonds anti-dilution soit remonté a priori à 450 millions de dollars au lieu de 200, parce qu'en fait, ce fonds anti-dilution pour 2026, il ne sera connu que quand les accords commerciaux Concorde 2026 seront signés. Et pour l'instant, ils ne sont qu'en négociation. Donc pareil, il a fallu se mettre d'accord rapidement sur un chiffre à demander à Cadillac, et apparemment, ce serait à moitié Cadillac, enfin à moitié General Motors, moitié Cadillac de payer ça, et l'autre moitié serait du coup TWG, donc il fait du coup la part en deux, 225 millions chacun. Donc voilà, pour l'instant, voilà, si on occulte l'aspect politique qu'on aime toujours bien, nous chez Next Gen Auto, effectivement, parce que c'est un petit peu tout ça qui drive derrière l'actualité, on peut effectivement quand même saluer l'arrivée d'une 11e équipe en Formule 1. On était déjà très content d'avoir beaucoup de travail avec 10 équipes, on s'est encore plus content d'avoir une 11e à traiter chaque jour, du jeudi au dimanche, comme d'habitude. Et voilà, en espérant effectivement que le projet fonctionne bien. Il y a beaucoup de très bons ingénieurs, il y a un gros recrutement qui a été relancé encore en plus. Voilà, il y a Rob White qui est arrivé, il y avait déjà Nick Chester, il y a
Voilà, il y a des anciens de Renault d'ailleurs. Hein. Ce que j'allais dire, la prochaine étape, c'est Cyril Abitboul, normalement. C'est ça. donc Et ouais, Daniel c'est... Ricciardo. Évidemment. Eh ben ouais, bah pesantez pas, mais ça pourrait faire partie des potentiels pilotes qui pourraient intéresser effectivement. Oui. Voilà, on sait que voilà, Colton Herta a comme été cité officiellement par Mario Andretti. On va pas essayer de confondre les Andretti non plus entre eux. Donc Colton Herta a quasiment sa place assurée. S'il a toujours sa super licence en 2026, mais je pense que oui, non, il n'y a pas de raison qu'il la perde en F1. Et à côté de lui, bah oui, on peut imaginer beaucoup de choses. Hein. Un Bottas, un Mick Schumacher, un Colapinto, un Ricciardo. Voilà. Les noms sont quand même assez rares hein, maintenant. Hein. Faut aussi l'avouer. Un Perez peut-être, s'il se fait éjecter de Red Bull. Voilà. Même si je doute que Perez réussisse à retrouver du boulot en F1 quelque part. Donc voilà, bah, on va pas non plus épiloguer trop longtemps sur ce projet parce Non. que ça n'est que le début et On qu'il va aura falloir beaucoup à suivre en tout dire, ça. je pense. Ouais. C'est ça, donc voilà, parce que l'actualité effectivement est très riche, on a beaucoup de choses à débattre, donc bah voilà, donc bah, longue vie à Cadillac. C'est ça. Et on espère. On dit encore une fois Andretti, Stefano Domenicali arrive et coupe le Twitch. C'est ça. Il nous surveille de loin. Dans le reste de l'actu, il y avait alors le GPDA, la GPDA, l'association des pilotes de Formule 1, enfin de Grand Prix, qui s'est un petit peu énervé contre Mohamed Ben Sulayem en publiant une lettre. Enfin, c'est gentil, mais c'est la première fois qu'on les voit se rebeller en groupe contre la présidente de la FIA pour, en gros, lui demander si c'était possible de se mêler un peu de ses affaires, de s'occuper de la Formule 1 et les laisser tranquilles au niveau de certaines choses personnelles comme leur langage ou leurs bijoux. Et donc voilà, j'aime bien j'aime bien que les pilotes prennent un peu la parole et puis se montrent que bah, c'est eux les acteurs de la F1, c'est pas Mohamed Ben Sulayem. Là du coup je vais prendre le lead sur cette question-là, puisque Alex l'a pris sur Cadillac. Oui, bah effectivement, voilà, réponse très tranchée, très unifiée du GPDA. Ça faisait un bon bout de temps qu'on n'avait pas vu effectivement une lettre publique du GPDA en attaquant frontalement comme ça le président de la FIA. Et d'ailleurs il n'y a eu aucune réponse. Il n'y a eu aucune réponse non plus de la part du directeur de course, mais on en parlera forcément du coup derrière. Ça vient après. Ça vient juste après, mais voilà. Par contre, silence radio du côté de la FIA, effectivement. L'affaire des jurons a été très vite oubliée à Las Vegas. Je pense qu'effectivement, on a dû comprendre qu'effectivement, il fallait un petit peu lâcher la grappe aux pilotes sur ce sujet. Je pense que tant qu'on n'insulte pas des gens, il n'y aura pas de problème. Lâcher des gros mots des jurons, ça arrive à tout le monde. Moi le premier, tout le monde ici dit merde, crotte, putain, tout ce que vous voulez. Ça nous arrive. Et voilà. Et c'est malheureusement naturel. Et voilà, certes, l'exemple à donner aux enfants, je suis d'accord, mais les enfants, c'est les premiers dans la cour de l'école et récréation. Dès l'âge de 3 ou 4 ans, entendent ce genre de choses. Donc, je veux dire, c'est pas aux pilotes de F1 d'aller éduquer les mômes qui suivent le sport. C'est aux parents avant tout. Voilà. Et puis, ça reste un sport entre guillemets destiné aux adultes, voire aux adolescents. Je pense que les gamins, une fois arrivés à 7, 8, 9, 10 ans, ils ont aussi leur possibilité de juger eux-mêmes. Du moment que la FOM bip les injures à la radio, je pense qu'on peut très très bien rester sur ce qu'on avait juste avant, voilà, en termes d'équilibre, voilà. Et maintenant, c'est sûr que lancer des fucks à tout va comme Charles Leclerc, je pense, elle a fait un peu par provocation à la radio. Je pense qu'il a fait vraiment, on y reviendra, mais je pense qu'il était vraiment saoulé. C'est ça. Donc, je pense qu'on peut remplacer ça, cette affaire des jurons, dans simplement l'autoritarisme de Ben Sulayem qui va affirmer son autorité de toutes les manières. Et on va parler du départ de Whitty juste après, mais c'est pas le seul à quitter le Titanic, puisqu'on a eu en même temps Bassari qui était le responsable de la conformité de la FIA. C'était en fait lorsque Ben Sulayem a été accusé de vouloir de ne pas homologuer le circuit de Las Vegas pour en gros embêter, pour pas dire un autre mot, Stefano Domenicali et la FOM. Et ensuite, il avait été soupçonné de faire pression sur les commissaires pour pas mettre de pénalité à Alonso en Arabie Saoudite parce qu'il y avait Aramco qui était à la fois le sponsor d'Aston Martin et d'Aramco et donc du Grand Prix d'Arabie Saoudite, cette firme saoudienne. Donc pour ces deux faits de pression-là, il y avait une enquête qui avait été ouverte, une enquête qui a été confiée en interne à Paolo Bassari. Et s'il a démissionné, c'est que peut-être que, selon ce que dit la presse anglaise, la BBC, pour ne pas la citer, il aurait refusé de céder à plusieurs demandes plus ou moins légales de Ben Sulayem sur les enquêtes qui étaient dirigées
contre lui-même. Et avant Bassari, on a eu Tim Goss. Alors là, c'est la litanie, c'est RIP Tim Goss, ancien directeur technique des monoplaces. Nathalie Robin, directrice générale sortante. Le directeur des communications Luc Skipper, le secrétaire général de la mobilité Jacob Banksgaard, qui m'excuse si je prononce mal, Déborah Mayer, responsable de la commission femmes, Steve Nielsen. Voilà, bref, c'est des CDD à la FIA. Je pense qu'il ne fait pas très bon travailler avec Monsieur MBS. Et donc Nils Wittich qui a lui aussi été débarqué. Nils Wittich, alors certes, donc annoncé comme rejoignant un nouveau projet par la FIA, il a directement confié dans la presse en disant pas du tout, j'ai été évincé en bonne et due forme. Donc voilà. À noter quand même, parce qu'on va pas y passer non plus 3/4 d'heure dessus, que les pilotes à ce sujet le jeudi en conférence de presse étaient tous très surpris. Mais très peu ont défendu quand même Wittich. En fait, ils ont dit le timing est pas bon, mais la décision, ils étaient très contents apparemment. Enfin, en voilà. tout cas, pas la décision, ils ont pas dit qu'ils étaient très contents de la décision. Ils ont juste dit qu'ils étaient très surpris, mais que le timing était bizarre, étrange. Voilà. Donc en gros, c'est vrai pourquoi se passer de Wittich 3 courses avant la fin. C'est vrai que, bon, certes, le nouveau, c'est Rui Marquez, ça a comme une grosse expérience en Formule 2, en Formule 3, dans d'autres catégories. Il sait gérer Macao, notamment aussi. Donc bon, cette semaine à Las Vegas, il a été assez tranquille. Hein. Mais voilà, donc c'est clairement, pour le coup, autant les pilotes que MBS, peut-être, certainement. Bon, voilà, Wittich, voilà, tout le monde avait un petit peu marre, à mon avis. Il n'y a pas eu grand monde pour le défendre, si ce n'est quand même quelques-uns qui ont dit quand même que cette tâche c'est quand même très compliqué, qu'il fallait quand même un peu rendre hommage au directeur de course de ce côté-là, mais de là à dire c'est injuste, il n'y a pas eu un seul dans le paddock qui l'a dit. Moi, je pense qu'il paye clairement les errements d'Austin et Mexico, où il a fait n'importe quoi sur les décisions de course. Ouais, le drapeau rouge du Brésil aussi. Ouais, mais ça, à la limite, pour moi, c'était la meilleure décision qu'il ait prise sur le triple des courses précédents. Et parce qu'il faut pas oublier que le directeur de course, il est quand même en charge de lancer les enquêtes, et ensuite les commissaires s'en emparent. Et à chaque fois, enfin tout ce qu'il y a eu entre ces deux courses-là, c'était n'importe quoi. Et je pense que ça, plus tout ce qu'il a fait depuis le début de son mandat, faut pas oublier qu'il a fait énormément de n'importe quoi, et puis lui aussi a été très autoritaire, un peu à la Ben Sulayem, quand les pilotes venaient lui dire là il y a quelque chose qui va pas, il disait non, mais en gros c'était un peu l'école Jean-Marie Balès, the best decision is my decision, et c'était un vrai problème, parce qu'au final il y a eu des fois des errements sur la sécurité. Je pense à Miami notamment en 2023, quand Ocon et Sainz se crachent dans un mur de béton et qui dit non mais il n'y a pas de problème, j'ai homologué le circuit, je sais ce que je fais. Et que Renault nous dit que la voiture d'Ocon est littéralement cassée en deux. Et il y a eu pas mal de choses comme ça, et je pense que c'est une accumulation, que les pilotes n'ont pas confiance en lui. Et je pense que quand les pilotes n'ont pas confiance en lui et ne peuvent pas discuter avec le directeur de course, ça ne peut pas fonctionner. Il suffit de regarder les vidéos qui traînent sur YouTube de la F1. En 2017, ils avaient fait quelques vidéos publiques avec Charlie Whiting et les briefings des pilotes. C'était un dialogue constant, et je pense que c'est quelque chose qu'ils n'ont plus depuis Michael Masi et surtout depuis Wittich. Donc à mon avis, c'est pour ça que Rui Marquez a été débarqué en urgence. Enfin, a été embarqué en urgence. Et Rui Marquez, qui a d'ailleurs été salué directement après la qualification, parce qu'il y a eu le briefing des pilotes la veille, par le fait qu'effectivement, il avait accédé à toutes les demandes et rapidement, quoi. Il ne savait même pas tergiverser. La ligne droite, la ligne d'entrée au stand était peu visible. Hop, on met une ligne bleue. Il y a des endroits où des track limits, ça sert strictement à rien. Ça a été supprimé. Je veux dire, ils ont été vraiment absolument pas éblouis, on va dire ça comme ça, mais très très content effectivement que le nouveau directeur de course soit aussi réactif dans les demandes des pilotes quand elles sont censées, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin non plus d'entrer systématiquement dans un bras de fer. Donc a priori c'était bon. Je vois juste la question de Xuan, c'est pourquoi il n'y a pas eu d'enquête sur la ligne d'entrée des stands pour Sainz, parce que c'est dans les notes de course. Voilà, il a été jugé qu'on pouvait se louper à cet endroit-là, et donc du coup le fait de franchir la ligne des stands dans ces cas-là n'est pas jugé comme étant une infraction. Donc du coup Carlos Sainz en a profité pour avorter son arrêt. Donc voilà, c'est tout. Il n'y avait pas plus d'enquête que ça à ouvrir si c'est autorisé. Et dans les notes de course, c'est autorisé. Donc voilà, ça a pu surprendre effectivement derrière, mais pour les pilotes, c'était bon. Donc voilà, donc bonne entrée en scène de Marquez. On va pas non plus épiloguer non plus là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Las Vegas pour lui a été plutôt tranquille comparé à Macao qu'il a dû gérer juste avant, où il y a eu 12 drapeaux rouges je crois en qualification, tout dans le genre. Et c'est lui d'ailleurs qui a fait un briefing supplémentaire avec les pilotes à Macao pour leur dire il va falloir que vous augmentiez sérieusement le niveau parce que là ça va pas du tout. Et ça s'est un petit peu calmé sur la suite du week-end d'ailleurs. Donc heureusement pour lui, on a eu un Grand Prix de Las Vegas calme puisqu'on a pas eu un seul drapeau jaune. Ouais, et on n'a pas eu de bouche d'évacuation qui s'est désolidarisée
Ouais, mais ils avaient tout changé sur ce qu'il y a un Ouais. week-end. Non, mais là-dessus s'il y avait pour eu à gérer éviter. ça, je pense que ça aurait été compliqué. Oui, voilà. Bon, ça, ils avaient quand même pris leurs précautions cette année, je pense. Et voilà, donc bon. Voilà, donc le petit chapitre FIA, voilà, il n'y a pas besoin d'épiloguer plus dessus. On sait Non. très bien que c'est géré de manière absolument très très dictatoriale par monsieur MBS. Et puis que derrière, bah, advienne que pourra hein, sur le bateau. Et puis il y a encore un an à tenir hein, en termes d'élection, à voir s'il y aura des concurrents derrière pour le déboulonner ou pas. Après, c'est que même s'il y a des concurrents, de toute façon, il s'est mis dans la poche tous les directeurs de clubs nationaux, donc à mon avis. Ça va être Du coup, compliqué. qui est directeur de course en F2 maintenant? C'est Dans le ce que Sora Abu Dhabi, hein. Voilà, ça sera- Non, au Qatar, ils sont. Ah oui, ça, ils sont au c'est Qatar Qatar, aussi, ouais. ouais. Et Exact. oui, le championnat n'est pas fini malgré le fait que ça n'est pas couru depuis 2 mois. Je crois qu'on a fait le tour des news. Si je dis pas de bêtises, on a tout abordé. Oui, après, il y a d'autres news, mais qu'on abordera aussi avec les équipes, voilà, comme les Voilà, transferts des de choses qui voilà. sont très spécifiques. Sur Alpine, voilà. Mercedes, Bortoleto, tout ça, vous inquiétez pas, on en parlera. Voilà, là c'était vraiment les news qu'on pouvait pas caler dans les trucs d'équipe. Avant de passer à Mercedes, je veux remercier Hervé Rallycross et Phénicis qui sont abonnés. Et puis merci à toutes les personnes qui interviennent. Moi dans aussi, le je me chat suis abonné. Et qui nous regardent. Mais j'ai pas eu la notification. Mon C'était cher. avant le début. Eh ben, merci à toi. Merci, Merci de faire vivre une Next-Gen Auto, Franck. c'est gentil, bah oui. J'avais pas l'impression de contribuer jusqu'à présent, mais là, C'est ça. voilà. Ah, mais c'est bien, moi, tu fais ta part du travail. C'est bien. ça. exactement. On va passer à Mercedes qui signe un retentissant doublé après plusieurs courses un petit peu compliquées. George Russell fait la pole et termine premier. Lewis Hamilton se rate en Q3, se qualifie 10e mais remonte à la deuxième place pour prouver à tout le monde que la W15 était bien la meilleure voiture du week-end. Bah voilà, moi j'ai pas grand chose à dire à part que Hamilton doit avoir être un petit peu triste. Bah, il l'avait mauvais sur le podium. Hein. J'ai Ouais. trouvé une photo où il souriait un peu, à part quand il a débouché le champagne. Parce que c'était, son rythme en course, c'est. Enfin, à votre avis, s'il se qualifie en première ligne, est-ce qu'il peut, Oui. Franck par exemple, est-ce qu'il peut gagner? Oui, clairement. Sans Ah, il problème. peut, oui, ça, c'est sûr. Il revenait sur Russell en plus, donc ouais, non, il était clairement plus rapide. Après, les pneus étaient quand même hyper délicats aussi à gérer sur cette course. Tout le monde a attaqué trop fort. Alors, tout le monde a dit que non, Pirelli avait fait une gaffe ou quelque chose comme ça. Non, c'est vraiment tous les pilotes ont attaqué vraiment trop fort au départ. Et vraiment, ce cliff, cette perte de performance C'était qui brutal. a surpris tout le monde. Très brutal, effectivement. 2 secondes, 3 secondes autour, direct, net. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ouais. Et effectivement, chez Mercedes, c'était un peu mieux géré quand même, je pense. Bon, en fait, le fait que Russell aussi parte devant, ça aide aussi forcément à gérer un peu mieux les pneus. Mais non, bah, le rythme de course de la Mercedes était vraiment aussi supérieur autant que le rythme en qualification. D'habitude, Mercedes sont parfois très bien le vendredi, s'écroulent après le samedi et le dimanche. Là, qu'ils réussissent à aligner les 3 jours de suite, ça faisait quand même assez longtemps qu'on l'avait pas vu. Donc, Oui. donc chapeau à eux là-dessus. Effectivement, Hamilton, il avait tout à fait le rythme voilà, pour être au niveau de Russell. D'ailleurs, il était quand même très rapide tout le week-end. Et malheureusement, il se loupe au moment où il faut pas se louper. Donc, bah voilà, hein, forcément, après, sur la tête, sur le podium, ça fait la grosse tête. Pas très content, mais écoute, hein, c'est ta faute, hein, garçon. Je ne peux pas dire grand-chose. Quoi. Ça arrive, voilà, c'est tout, sauf que c'est Las Vegas. Voilà, puis bon, après, il a récupéré une victoire à Spa de Russell. Donc, bon, bah voilà, Russell gagne. De partout. Russell gagne Vegas, the best Grand Prix of the Year pour citer Connor Moore qui fait le truc. Et voilà, il a dit disgusted for Max Verstappen qui n'a pas gagné le meilleur Grand Prix de l'année. J'adore toujours les parodies de Connor, c'est très très ça. Et puis Russell était extrêmement content de gagner. Et c'était mérité, mais c'est pas pour ça qu'ils comprennent aussi bien la W15 que ça. Vous allez voir qu'au Qatar, ils vont peut-être retomber sur les mêmes problèmes. Ce qui a joué, alors évidemment, ils sont toujours en plein mystère, en pleine relation toxique avec leur diva, c'est-à-dire que pour un soir, c'est merveilleux, puis après les 5 autres, c'est la grande souffrance. Et je pense que d'abord, il y a le froid, hein, comme c'est dit dans le chat. Alors, ils comprennent pas tout de leur performance, mais ils comprennent certains éléments et un en particulier, donc c'est le froid, hein, on l'a vu. Dès qu'il fait plus froid, la Mercedes était vraiment les meilleurs pour chauffer les pneus. En qualif, ils avaient besoin que d'un seul tour de préparation. Il y avait aussi le survirage qui était équilibré par les caractéristiques de leur voiture. Voilà, et donc si Mercedes ça fonctionne bien quand il fait froid, alors je pense que ça va être un Grand Prix du Qatar absolument terrible pour eux, parce que c'est un des Grands Prix aussi où il fait forcément assez chaud. Donc voilà, on est encore une fois, on est plutôt dans l'exception qui confirme la règle pour Mercedes, parce que ce Grand Prix-là de Las Vegas, il est vraiment peu représentatif du reste. Est-ce qu'on pourrait dire que la Mercedes, c'est la Céline Dion de la F1, puisque c'est une diva, Las Vegas, tout ça, ça marche bien. Elle brille à Las Vegas. Elle brille de temps en temps, pas tout le temps. C'est un peu ça.
Non, mais c'est vrai, Ouais, moi, la F1 n'est pas au JO et Céline Dion, oui. c'est très juste. Non, mais moi, je voudrais quand même saluer George Russell pour ses performances parce que tout le monde dit oui, Lewis Hamilton n'est que l'ombre de lui-même, Lewis Hamilton est en difficulté, Lewis Hamilton fait des erreurs, mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'il y a un jeune pilote qui est face à un septuple champion du monde et qui, depuis 3 ans, tient le niveau. Alors, il a été un peu plus en difficulté en 2023, mais les performances de George Russell, Hamilton n'est pas devenu mauvais. Enfin, je veux dire, il mettrait quand même à l'amende les 80% du plateau. Hein. Faut bien se rendre compte de ça. Moi, je pense aussi qu'on a un George Russell qui progresse de course en course face à lui, qui de l'an prochain sera un vrai leader d'équipe pour Mercedes, qui a maintenant un bagage technique très correct et l'expérience qu'il faut pour mener une équipe comme celle-ci. Et je pense que là, on a cette année la vraie éclosion de George Russell en tant que pilote de pointe et champion du monde potentiel. Moi, je suis convaincu que oui, Russell n'est plus si jeune, mais bon, enfin, par rapport à Hamilton, ça reste un jeune pilote malgré tout. Il n'est pas non plus si vieux que ça. Et Vous êtes Et tous jeunes par rapport à Hamilton, sauf moi. il y a Alonso aussi. Mais voilà, donc non, mais c'est juste pour montrer voilà, que je pense que Russell, c'est sa 6e saison, mais là, on atteint un niveau qui est assez impressionnant, et à mon avis, faut pas oublier tout ce qu'il a fait avant et au début de sa carrière en F1 pour voir ce qu'il est devenu. Oui, ça reste des petites erreurs qui malheureusement tombent mal, mais bon. C'est pas le premier à en avoir fait cette année. Norris aussi en a fait. Verstappen, non, certes, mais Norris en a fait aussi, Piastri en a fait, tout le monde en a fait, quoi. Verstappen, c'était pas des erreurs, c'était volontaire. Pérez, C'est des fautes. Exactement. Pérez, faut plutôt compter quand est-ce qu'il en a pas fait, plutôt. Ce serait plus facile. C'est violent, mais c'est pas forcément faux. C'est ça. Donc, voilà. Je crois qu'il en a pas fait jusqu'à Miami, mais après, par contre. Voilà, donc c'est. Non, bon, après, voilà, il est tout à fait dans le rythme, quoi. Il serait écroulé, il serait pas dans les temps de Russell 95% du temps, quoi. Voilà. C'est juste quand ça compte, bah ouais, effectivement, de temps en temps, ça pêche un peu, donc ça sera très intéressant de voir ça l'année prochaine chez Ferrari face à Leclerc. Ouais. Et effectivement, je pense qu'au Qatar, ça va pas être la même mayonnaise pour Mercedes parce que c'est un circuit qui a pas du tout la même façon le même tracé et il va faire chaud. Donc, même s'il va pas faire aussi chaud que l'an dernier, non. Il va faire chaud et je pense que. Par contre, ils espèrent avoir beaucoup appris quand même sur la récolte des données sur les 3 jours pour essayer de tirer la bonne direction de pourquoi ça a fonctionné et le fait que ça a fonctionné bien pendant 3 jours. Ils ont l'air quand même d'en tirer une certaine satisfaction. Certes, ça ne pourra pas tirer de la conclusion pour Qatar et Abu Dhabi, mais pour la prochaine W16, effectivement, ça pourrait leur donner des pistes. Voilà, donc effectivement, s'ils ont trouvé une certaine constance du pourquoi ça fonctionnait. Et comment essayer de déplacer cette fenêtre vers les grands prix plus chauds, ça peut être quelque chose d'intéressant à suivre pour l'année prochaine. C'est pour ça qu'Hamilton lutte autant contre le réchauffement climatique, c'est que. de mémoire, ils avaient tenu le même discours à Spa en disant ce coup-ci on a fait un bon week-end, on va enfin pouvoir comprendre. Et puis là, ils ont gagné, ils ont dit on sait pas pourquoi. Oui, mais moi, en milieu d'année, il y avait Hamilton qui disait c'est bon, on a trouvé notre étoile polaire, c'est gagné. Ouais, cette étoile polaire depuis, elle s'est un peu échappée. D'ailleurs, on l'a perdu dans le chat aussi, je crois. Il faudrait un Grand Prix sur l'étoile polaire d'ailleurs pour eux. Ce serait mieux pour eux. Ah non, parce que comme dit dans le chat, il faut une tournée en Finlande, en Norvège. Ils vont soutenir le Finlande, mais en janvier si possible. Rassuré de voir que l'étoile polaire est toujours dans le chat finalement. Non mais voilà, ça c'est une idée, on va faire le Grand Prix de Noël le 25 décembre. Le Grand Prix de Noël, ouais. C'est donc pour ça que Bottas se sentait si bien chez eux. Le Finlandais. C'est ça. Bon, en tout cas, voilà, donc on verra bien ce qu'il en est pour Mercedes au Qatar. Pour Ferrari, alors ça a été à la fois un bon week-end, puisque comme prévu, la SF24 était performante, mais à la fois un week-end décevant, puisque la 3e et la 4e place de Sainz et Leclerc, déjà, ne sont pas le doublé qu'ils espéraient sûrement pour remonter sur McLaren au championnat, puisqu'ils ne s'attendaient pas à avoir une équipe Mercedes aussi forte, et surtout, elle s'est faite un petit peu dans un contexte quelque peu tendu entre les pilotes, puisque Carlos Sainz a dépassé Charles Leclerc en profitant de ses pneus plus chauds, ce qui n'a pas plu au Monégasque, qui a quitté un petit peu son rôle de gendre idéal habituel pour dire en gros de toute façon, être trop gentil, je me fais baiser. Donc voilà, c'est concrètement ses propos à la radio. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que vous pensez que Ferrari a quand même encore ses chances de championnat, sachant que Qatar ne sera pas forcément pour eux, ou est-ce que vous pensez qu'ils auraient dû reprendre plus de points à McLaren? Ils reprennent quand même 12 points sur 36, c'est un tiers quand même. Donc, sachant qu'ils s'ils reprennent un tiers aussi pareil sur les 2 autres Grands Prix, alors qu'il y a en plus un sprint en plus,
à ce rythme-là, c'est encore le bon. Effectivement, l'écueil s'appelle Mercedes sur ce coup-là. Mercedes a aidé clairement McLaren. Sinon, effectivement, ouais, la douche aurait été plus violente pour Zak Brown et son équipe. Donc, oui, Ferrari, pour moi, a encore toutes ses chances au championnat constructeur. Ne t'en déplaise, cher Manu. C'est pas ce que je voulais entendre, mais bon, c'est pas grave. Voilà, mais bon, si Ferrari gagne ce championnat constructeur, ce sera pas du vol. Ce sera pas du Non. vol. Si Red Bull le gagne, oui, c'est clairement du vol. Mais D'un côté, avec une seule voiture, c'est pas mal. oui, ce serait encore à mettre au crédit de Max Verstappen, et clairement. Mais non, mais là, pour eux, c'est un peu fini. Ouais, ils ont 55 points de retard, je crois. Ou 53 points de retard, c'est ça, sur McLaren. Là, ça fait vraiment trop. Non, ils peuvent tout à fait gagner. Bon, c'est vrai que tout le monde met McLaren un peu favorite pour le Qatar. Sur le papier, effectivement, ça semble être le cas. Maintenant, les écarts restent infimes. Il faut trouver les bons réglages. Je vous rappelle qu'on repart sur un circuit en configuration sprint, donc une seule séance libre. Ferrari sont très 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 forts pour démarrer très fort les bons week-ends sur les bons réglages. Donc je ne serais pas tout à fait surpris que Ferrari soit dans le rythme de McLaren au Qatar. Donc voilà, après McLaren peut surtout remercier Mercedes, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Je pense que Ferrari était quand même un peu déçu parce qu'ils ont repris de bons points à McLaren, mais vu les grands prix qui arrivent et vu qu'il y aura un sprint au Qatar, ils s'espéraient reprendre encore plus de points que cela, je pense. Hein. Ferrari peut remercier Verstappen aussi, hein, derrière. Donc, voilà, mais il peut remercier aussi, c'est ça. Il peut remercier aussi Piastri sur les Grands Prix précédents. Le crash de Sainz au Brésil risque de peser. Donc voilà. Par contre, personne ne remercie Pérez. Hein. J'ai remarqué ça. Même Horner et Marco, ils ne le remercient plus. Ils le déboîtent publiquement. On y reviendra tout à l'heure, mais il n'y a plus personne qui remercie Pérez. Peut-être son père à la rigueur. Non, même pas son père, parce qu'il est contre lui en plus. Donc, oui, c'est ça. Donc, non, c'est. Ça aurait pu être mieux, mais c'est pas mal comme 12 points, c'est quand même pas mal quand on connaît la forme de McLaren ces derniers temps. Alors, le point J nous dit, et si Pérez gagne les 2 prochains GP? Alors j'aimerais rappeler qu'on est une émission de F1 et pas de science-fiction, donc oui. on peut pas répondre à ta question. Voilà, on va trouver une seconde au tour en l'espace de une semaine. Franchement, je sais pas quoi. S'il y a les 2 prochains Grands Prix, je sais pas là, Ah merde, il y avait une cale sous ma pédale d'accélérateur, on s'en était pas rendu compte. Ah bah attendez, l'accélérateur était à droite. Bref. On aura vu un double podium d'Alpine avant une victoire de Pérez. Ouais. C'est pas fou en plus. Ouais. Non, mais c'est moche. Non, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, moi je veux bien que Pérez il commence à comprendre, mais ça fait 20 Grands Prix qu'il nous dit qu'il commence à comprendre et que c'est toujours de pire en pire. Il est quand même à une seconde en qualif. Mais bon, on en reparlera au moment de Red Bull. Là, il nous reste encore un petit peu la polémique chez Ferrari entre les deux pilotes. Bon. Pour parler rapidement et succinctement là-dessus, Carlos Sainz, il lui a fait un gros doigt hein, à Charles. Hein, en gros, il savait très bien qu'il y avait le podium qui était en jeu. Il finit sa saison et sa carrière en F1 chez Ferrari, enfin pour la partie Ferrari à la fin de la saison. Se montrer sur le podium de Las Vegas après avoir aussi loupé tout ça l'an dernier alors qu'il était très en forme à cause de cette satanée bouche d'égout lors des premiers essais libres. C'est aussi un petit peu je pense qu'il y a aussi un petit peu ça dans la tête. Maintenant effectivement c'est quoi qu'en dise Vasseur que c'est dit à chaud, que ça sera calmé et tout. Sur ce coup là je suis désolé, Leclerc a quand même extrêmement bien raison. Sainz n'écoute pas du tout la consigne de l'équipe et joue clairement sa carte perso. Et logiquement, ce n'est pas cet ordre-là qu'on aurait dû avoir à l'arrivée. Et en plus, Leclerc, certes, c'est ce n'est que la deuxième place du championnat pilote, mais c'est aussi 3 points qu'il aurait pu reprendre en plus à Norris. Et il est à, je crois, 11 points ou 12 points, quelque chose comme ça. 11 points, ouais, je crois que ça va être quelque chose comme ça de Norris. Donc, si on pouvait propulser Leclerc à la deuxième place du championnat pilote, à la place de Norris, que Ferrari gagne une petite course. Je pense vraiment que ça intéresse Ferrari, une deuxième place du championnat pilote. Mais ça intéresse clairement Leclerc. C'est à mon avis, il faut que ces pilotes-là, ils ont aussi envie ils ont leur propre ego, certainement aussi des bonus derrière en termes de salaire. Hein. Je pense que tu dois avoir le bonus pour le championnat du monde, mais tu vas aussi avoir le bonus pour les différentes places aussi que tu peux atteindre. Et puis malgré tout, ça reste quand même quelque chose de très intéressant. Donc voilà, je pense qu'effectivement Leclerc, sa colère à la radio à la fin elle va être quand même assez difficile à effacer lors de la journée presse, à mon avis, de jeudi au Qatar, quand il sera réinterrogé là-dessus.
Sauf si effectivement Sainz s'excuse pour son comportement et admet son Il n'arrivera erreur, pas. ce qu'il ne fera pas. Clairement, ça risque effectivement d'avoir 2 derniers Grands Prix très tendus chez Ferrari. Et c'est pas l'idéal pour un titre constructeur, soyons clairs. Ouais. La seule chose qui peut apaiser Leclerc, c'est de se dire de toute façon, dans 2 Grands Prix, je suis débarrassé. Donc, puisque en fait, Sainz, voilà, même s'il y a des tensions. Pourtant, au final, pourtant, il s'adore en plus. En dehors de la piste, il s'adore. Ouais. Là, ouais, ils s'entendent bien. Après, je pense qu'il y a des. En fait, c'est soit Oui. ça va vite passer et on n'en entendra plus parler dès le Qatar, soit des fois il y a des trucs qui se passent comme ça entre 2 équipiers et c'est le point de rupture en fait. Donc ça peut arriver, mais bon, après je pense ils sauront mettre le truc un petit peu en retrait. C'est juste que oui, effectivement, là l'équation pour Vasseur, c'est de savoir comment les faire être ensemble pour le titre, parce que concrètement il a besoin des deux, il n'a pas besoin qu'ils soient l'un et l'autre adversaires l'un de l'autre, quoi. Donc c'est un peu le souci pour eux. Ouais, donc, ouais, on dit c'est arrivé combien de fois où Sainz il fait ce qu'il veut sur stratégie. Assez souvent, hein. Assez souvent où lui s'impose clairement plus que Leclerc. Sa première victoire, notamment. c'est lui qui prend la stratégie alors que Leclerc est Silverstone, meilleur tout le week-end. Ouais. C'est ça, Silverstone, ouais, clairement, où Binotto doit calmer Leclerc derrière. Putain. D'ailleurs, ce qui coûte d'ailleurs un peu la place à Binotto derrière. Hein. Oui. C'est un petit peu aussi le déclencheur de la chute de Binotto derrière. Ah oui, puisque c'est le week-end où il dit de toute façon c'est pas grave de pas faire gagner Leclerc puisqu'on ne vise pas le titre alors qu'ils sont en tête du championnat mais juste derrière Red Bull. Donc c'est ça, donc Sainz pas intouchable, mais bon, voilà, Ferrari, ils ont un petit peu, voilà, pas de regret parce qu'ils ont Hamilton derrière qui va arriver, et Verstappen a toujours dit que quand tu peux avoir Hamilton, tu dis pas non, quoi. Mais ils savent très bien quel pilote ils perdent avec Sainz, hein, quand même. Donc même si Sainz fait quand même de temps en temps quelques boulettes et il fracasse quelques voitures, de temps en temps, ça lui arrive, voilà, il a son petit coup de panique, il dit tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fracassé une voiture, si j'en fracassais une. Mais clairement, cette saison, il a quand même montré un bien meilleur visage en termes de régularité et de constance que les années précédentes. Même s'il a fait quelques boulettes, c'était quand même beaucoup moins souvent que les années précédentes. Donc voilà, et puis je pense qu'effectivement, voilà, comme il faut finir un championnat constructeur correctement, on va pas non plus jouer la carte de la grosse colère de la part de Frédéric Vasseur, je pense qu'on va essayer de temporiser tout ça. Ouais, je pense. Mais bon, après, la stratégie à Vegas, c'était tellement compliqué avec les pneus aussi. C'est vrai que pas trop les chauffer correctement et tout pour éviter le qui s'effondre. C'est vrai que c'était pas évident. Mais bon, il y a des consignes, il faut les suivre. Il l'a pas fait, donc voilà. Après, je fais confiance à Vasseur pour leur faire un petit débriefing ou briefing qui soit assez ferme. Je pense que c'est pas la première fois qu'il y a des trucs un peu comme ça et ça a été bien géré depuis qu'il est arrivé. Donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Mais après, effectivement, c'est pas le meilleur contexte pour eux. Et bien on va passer à Red Bull. 5e place pour Max Verstappen, 10e position pour Sergio Perez. On reviendra à celui après. Déjà, honneur au champion, évidemment, puisque c'est le 4e titre consécutif de Max Verstappen, qui ne peut désormais plus être rejoint par Lando Norris. Bon, honnêtement, je ne sais pas si quelqu'un a un jour cru que Norris aurait ses chances. Moi, personnellement, j'y ai pas trop cru. Après, c'était peut-être l'autopréservation pour pas être déçu par un non-titre des McLaren. Mais je pense aussi, voilà, Verstappen a fait un tel début de saison avec ta meilleure voiture comme à ce moment-là, et puis il était de toute façon meilleur pilote que pour moi, il n'y a jamais eu vraiment un péril de son titre. C'est vrai qu'effectivement, je pense qu'ils ont bien fait de faire des trucs comme ne pas faire de livret spécial pour avoir plus de poids, pour avoir moins de poids, comme le fait de faire attention. Lui, là, par exemple, il s'est pas du tout battu contre les Ferrari, il est allé directement jusqu'à la 5e place en disant j'assure les points qu'il faut. Et je pense que c'est pas une mauvaise idée parce qu'il n'y avait pas non plus une marge énorme. Mais bon, de toute façon, voilà, à la fin de l'année, il y aura quand même quelque chose comme au moins 40-50 points, je pense. Donc ça montre qu'il y avait quand même une marge, quoi. Moi, je pense qu'il y avait quand même comme une alerte à Monza, quand même. Oui, quand même, à Monza. Je pense que Horner, Marco l'ont dit. Tu dis que personne n'y a cru. Je pense que Norris y a cru. Tout le monde y a quand même un petit peu cru, quand même. Maintenant, ils ont dit qu'ils avaient effectivement retrouvé pourquoi ça clochait à partir de là, et ça a un petit peu redressé effectivement la barre. Bon, ce qui sauve clairement la saison, enfin qui fait basculer la saison de Verstappen, clairement, c'est sa maestria au Brésil. Je pense que là, c'est vraiment, il a frappé un énorme coup et au moral et en termes de points. Et voilà, et l'affaire était pliée. Donc ça se jouait soit à Vegas, soit au Qatar pendant le sprint. Je
Je pense qu'on est tous contents que ça se soit joué à Vegas parce que c'est Vegas, c'est sympa. En plus, c'est mis en place des choses un peu cool pour ça. Quoi qu'il arrive, c'était un samedi de toute façon. Donc. Voilà, voilà. Bon, un dimanche pour les 98% des gens qui suivent la F1. Puisque même finalement, quand il a fini la course, le temps qu'il monte, ça devait être quasiment minuit au Ouais, final. c'est vrai. Donc non, c'est quand même bien plus cool que voilà que d'être titré, je pense, pendant un sprint au Qatar. En plus, pour nous, c'était un dimanche matin, donc on a pu effectivement aussi couvrir tout ça toute la journée aussi, en faire profiter un peu de les fans et les internautes de toutes les déclarations. Donc en termes de couverture, c'est quand même assez top. C'est quand même le meilleur Grand Prix Las Vegas en plus. Bah, c'est ça. Bon, c'est pas meilleur, il était pas si mal que ça ce Grand Prix. C'est le pinacle de la Formule 1 qui elle-même est le pinacle du sport auto. Donc, Mais ouais, mais bon, après, c'était pas gagné non plus parce qu'il fallait quand même que Verstappen finisse devant Norris. Et sur la forme actuelle, le fait que Norris finisse devant Verstappen, c'était pas du tout incongru, loin de là. Mais non, mais il a encore montré que voilà, il s'est optimisé le maximum. Et je pense que ce qu'il faut retenir de Verstappen cette année, c'est que il a réussi à remporter un titre de champion du monde avec la voiture qui n'était pas fondamentalement la meilleure pendant une grande partie de la saison. Ce qui démontre bien son talent. Et puis voilà, on voit aussi très bien avec Pérez à côté qui s'écroule sur la même voiture. Quand je dis qu'il s'écroule, c'est vraiment il s'écroule. C'est pas un terme galvaudé, hein. Il est quand même une seconde encore une fois en qualif. Ouais. Donc voilà, la question, la polémique, est-ce que Verstappen aurait gagné le titre dans la McLaren? Je pense que oui. Que Verstappen a dit oui, Norris a dit non. Donc voilà. moi, je pense qu'il aurait perdu de peu. Je pense qu'il l'aurait gagné. Parce qu'en fait, les erreurs n'étaient pas que de Norris. McLaren a fait aussi des erreurs. Alors après, je vois Alka qui dit McLaren et Norris se sont pas donné les moyens. C'est pas une question de se donner les moyens, c'est une question que c'est une équipe qui réapprend à être un top team. Faut pas oublier que McLaren a passé 10 ans dans un marasme absolu au fond de peloton, à pas savoir quoi faire. Je pense que McLaren a fait des erreurs voilà aussi Red Bull a quand même été opérationnellement la meilleure équipe de la saison, en tout cas avec la voiture de Verstappen parce que Verstappen leur a donné les moyens non, je défends pas Norris quoi qu'il arrive parce qu'il a fait des erreurs aussi, il a fait plein d'erreurs, il n'y a pas de souci là-dessus, il le dit lui-même de toute façon et puis moi je suis le premier à les avoir constatés, mais faut arrêter de lui attribuer tous les problèmes non plus de l'équipe. Il y a eu énormément d'erreurs stratégiques, d'erreurs opérationnelles et d'erreurs de consignes, enfin de décisions. Donc moi, je suis sûr que... et en plus, ils sont directement sous avec la pression, puisqu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur si jamais, à partir du moment où ils étaient en chasse de Verstappen. Donc, je pense que... Voilà, après, je pense que Verstappen aurait quand même subi les erreurs de McLaren, quoi qu'il arrive. Je pense pas qu'il aurait été... je pense pas qu'il aurait été champion. Mais moi, je veux dire pourquoi il aurait été champion, parce que Verstappen dans la McLaren, ça veut dire qu'il n'y a pas de Verstappen dans la Red Bull, en face. Ah bah oui, évidemment. Mais oui. Mais non, mais c'est cloné. Si c'est Verstappen, c'est pas Verstappen. Ah non, mais attends, tu échanges, tu échanges, bah oui, forcément. C'est Jos Verstappen. Voilà. mais en fait, c'est mathématique. Et même, il n'y a pas que ça, c'est que jamais il relaisse la victoire à Piastri en Hongrie. Il s'impose forcément un peu plus partout. Il fait moins d'erreurs. Pour moi, il est évident que Verstappen dans la McLaren gagne le titre. Peut-être pas plus tôt comme il le dit, mais il le gagne quand même. Parce que, quoi qu'on en dise, ce qu'on en parlait d'ailleurs un petit peu on s'est vu hier soir avec Manu, ça fait, voilà, à l'occasion. Merci pas Cadillac d'ailleurs qui a communiqué. Oui, c'est ça. Merci Alex d'ailleurs d'avoir assuré la news Cadillac. Voilà. Pour la petite histoire, voilà, pour la petite coulisse, c'est qu'à chaque fois en fait qu'on se rencontre avec dès que j'ai eu la news, j'ai dit c'est bon, vous pouvez balancer. À chaque fois qu'on se rencontre entre membres de Next Gen, il se passe toujours un truc. Ouais, voilà, toujours une grosse actu pour nous faire chier. C'est ça. Donc là, voilà, on est en train de manger tranquillement au resto du côté de Lyon. et voilà, c'est ça. En fait, on aurait dû annuler notre bouffe d'Abu Dhabi 2021. Hein. C'était une connerie de la mettre ce soir-là. Hein. Et donc, oui, du coup, je disais, il y a 8 milliards d'êtres humains sur Terre et personne ne nous dit que les 20 qu'on voit actuellement en piste sont les meilleurs possibles. Parce qu'il y a plein de gens qu'on n'a jamais détectés, des gens qui seraient d'un très très haut niveau. Et il se peut qu'enfin, de temps en temps, comme un gars comme Max Verstappen soit vraiment assez supérieur aux autres. Et c'est pour ça que moi j'ai vraiment hâte de voir quelqu'un d'autre que Perez dans l'autre Red Bull pour voir effectivement ce que vaut vraiment Max Verstappen, et ce que vaut vraiment la Red Bull avec entre guillemets la moyenne des pilotes qu'on connaît, quoi. Je veux dire, si on met peut-être un Lawson, peut-être un Colapito, j'y crois pas, Tsunoda, pourquoi pas, ça pourrait être possible aussi. Voir effectivement quelle est la marge, mais voilà, que Perez se prenne une seconde autour. Je veux bien qu'on se croule un peu psychologiquement, mais c'est quand même énorme. Et donc je me dis qu'effectivement Verstappen est en train de prendre une maturité, une expérience absolument géniale. C'est pour ça que je n'ai aucun problème à dire que pour moi Verstappen aurait gagné le championnat de la McLaren. Il n'aurait peut-être pas gagné dans la Mercedes,
mais il aurait peut-être fait mieux que Russell Hamilton. Voilà. Donc et je pense que même qu'il l'aurait gagné dans la Ferrari. Pour dire. Oui, autant je conspue la tête de con que Verstappen peut être des fois en termes de bataille en piste avec d'autres pilotes, autant je salue sa capacité à maximiser ses résultats et sa vitesse en piste. Moi, c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un que j'admire, voilà, parce que j'ai d'autres pilotes que j'admire, mais je le respecte énormément pour ses accomplissements et pour ce qu'il est en train de montrer à la phase de la Formule 1. Donc ce 4e titre, il est pour moi pas peut-être le plus beau, parce que oui, pour moi c'est le plus beau des 4 par contre. Suite 2021, bon forcément c'est disputé jusqu'à la fin, mais bon c'est la polémique. 21, la saison est dingue, mais après je pense qu'on sous-estime aussi la difficulté de, je veux dire, un titre beau, c'est pas forcément un titre disputé, un titre beau ça peut être les 75% de victoires et plus de les 19. Il ne faut pas confondre beauté et difficulté. Les 19 victoires de l'an dernier, de toute façon, c'est. Mais lui, pour lui, son plus beau titre. Pour lui, son plus beau titre, c'est celui de l'an dernier. Ça se défend tout à fait. Hein. Parce que lui, son plus beau titre. Pour nous, beau, c'est un titre disputé. Et pour lui, son plus beau titre, c'est effectivement un titre où j'arrive à dominer la concurrence. C'est un peu ça qui l'excite, lui. Lui, finalement, avoir le titre, oui, c'est presque le bonus. Lui, ce qu'il veut, c'est à chaque Grand Prix, c'est gagner, c'est faire la pole, c'est être le meilleur possible. C'est ça son but, quoi. Donc, et il ne raisonne que comme ça. Et c'est comme ça qu'il a été élevé par son père. Et c'est la mentalité, effectivement, qu'il faut avoir en F1. Et voilà, pour lui, effectivement, le plus beau titre, c'est comme celui de l'an dernier où il a fait la saison quasi parfaite, quoi. Donc c'est clair qu'il la revivra certainement pas, je pense. Voilà, sauf peut-être en 2026, il se trouve dans la bonne équipe et c'est cette équipe-là qui a trouvé la bonne combinaison gagnante pour débuter l'ère 2026. Mais à part ça, ça va être très très difficile à réaliser à nouveau dans un temps, dans un temps assez court. Hein, parce que voilà, avec le plafond budgétaire et puis les handicaps de développement, de toute façon, la F1 ne veut plus de ce genre de saison, justement. C'est ça. Donc, on nous dit qu'il faudrait faire un test de Max dans la Sauber, tout ça, mais pour moi, c'est évident qu'il fait beaucoup mieux que tous les pilotes actuels. Il n'y a pas de débat à dire que c'est le meilleur pilote actuel en Formule 1 là-dessus. On est tous d'accord, je pense. Juste, il faut pas sous-estimer l'environnement, il faut pas sous-estimer la voiture, il faut pas sous-estimer il faut pas sous-estimer le rapport entre pilote et voiture. C'est-à-dire qu'on l'aurait mis dans une voiture avec laquelle il n'a pas le même feeling, déjà, il serait pas aussi rapide. Et après, dans un environnement où il n'est pas le numéro 1, où on ne fait pas il n'est pas le centre de l'équipe, il serait pas dans le même état d'esprit. Donc déjà, ça change beaucoup les trucs, et c'est pour ça que moi je pense que dire il serait champion ailleurs, je suis pas sûr. Maintenant, Red Bull a fait bien d'un côté, puisque bon, après, ils en sont à 4 titres avec lui. D'un autre côté, c'est pas bien parce qu'il dépend uniquement de lui, mais effectivement, ils ont su lui donner la voiture parce que lui aussi l'a développé avec l'équipe et l'environnement pour qu'il soit le meilleur pilote actuel et d'assez loin. Parce que pour moi, je pense qu'en termes de pilote complet, il oui, il est largement devant. Mais je pense que voilà, après, c'est que de la science-fiction, mais pour moi, ça dépend beaucoup d'un équilibre global en fait, et pas juste de la performance Verstappen, mais qui est performance qui reste monstrueuse. Et si par exemple en 2026 il est chez Mercedes, je lui donne pas longtemps pour gagner, hein. Là-dessus il n'y a pas de souci. Et Pérez du coup. Et Pérez qui nous fait des petites statistiques. Pérez qui fait sa 6e élimination en Q1 de la saison. C'est plus que Max Verstappen entre 2016 et 2024 chez Red Bull qui en a fait 5. Sachant que Verstappen a connu 2016, 2017, 2018, 2019 chez Red Bull qui n'étaient pas des saisons fabuleuses. 2019 ça allait mieux, mais 2016, 2018 et Pérez en a fait 6 cette année. C'est également plus que j'ai vu l'ensemble des autres pilotes des top teams réunis, je crois. Ouais, ça doit être ça. Il y a pas mal de stats. Ça c'est pareil. Je sais plus quel pilote de milieu de peloton qui en a moins que lui. Enfin bon, c'est vraiment c'est catastrophique quoi. C'est voilà, c'est toujours pareil. C'est comme ces films. J'ai vu une super petite vidéo aujourd'hui sur Instagram. C'est comme ces films où on vous tease un crash entre un camion et un mur. Et on vous montre sur tous les angles possibles, mais ça tape jamais. Ça va prendre beaucoup de temps. Et c'est en fait la question, c'est mais quand est-ce que Red Bull va se séparer de Pérez quoi? On n'arrête pas de voir des angles, des machins. Ça arrive, et on attend le moment où ça va percuter le mur parce qu'on veut voir le crash. Eh ben non, on vous fait 30 minutes de teaser avant de voir effectivement le crash. Et c'est un peu ça qu'on est en train de vivre en fait avec Pérez, c'est quand est-ce que Red Bull va se décider de se séparer. Alors on a un petit changement de musique en termes effectivement de discours de la part et d'Horner et de Marco.
qui là sont clairement gavés, hein, voilà, donc là c'est clair que ça passe plus du tout. Du coup, je rebondis sur le fait que la décision reviendra aux actionnaires après Abu Dhabi. Donc les Ouais. actionnaires, ça veut dire donc Marc Mateschitz et Shalam Ludiva, donc ils sont les actionnaires autrichiens et thaïlandais de Red Bull. En gros, c'est pas nous qui allons décider, c'est au-dessus. Et je sens venir gros comme une maison le fait que le rebranding de RBF1, Visa Cash App RB, tout ce que vous voulez, en Racing Bulls, c'est vraiment pour rappeler Red Bull et que la plupart des sponsors mexicains qui ont été signés migrent là-bas et que Perez soit entre guillemets l'expérimenté ou à côté de Tsunoda ou à côté de Lawson pour continuer à garder cette relation. Voilà, parce que je les vois pas finalement payer 20 millions de dollars pour Franco Colapinto. La piste me semble un petit peu refroidie. Mais surtout qu'il faut payer 40 avec les crashs. Hein. C'est pas faux. et donc je vois bien Ça joue. voilà, Racing Bulls redevenir un petit peu cette équipe Red Bull, enfin en tout cas marketer, brander Red Bull bis, histoire de sauver le Soldat Perez. Et je pense que même les fans mexicains au bout d'un moment ils doivent quand même comprendre que c'est plus possible, quoi. Il faut la renommer Red Bull Mexico. Mais Pourquoi pas en espagnol, voilà, hein. c'est ou Racing c'est ou Perez dégage. Et à ce moment-là, il faudra quand même faire monter ou un Adjar ou peut-être un Colapinto, hein, qui ça se trouve. Mais bon, là, pour le coup, Adjar, je pense qu'il aurait mauvais si Colapinto prenait sa place. Voilà, sauver le soldat Perez, les relations avec les sponsors et compagnie. Mais Voilà. Toro- Ou alors, Torororo, comme dit MG. Toros c'est ça. Toros de Carrera en Espagne. Bah voilà, le Cadillac, hein, c'est ça. Sauver le soldat Perez, on lui trouve vite fait, bien fait un petit contrat chez Cadillac, mais bon, ça n'a pas gagné non plus, quoi. Non, Donc, je crois pas trop. je pense qu'il n'y a plus personne qui a trop envie de voir Perez dans son équipe. Et c'est compliqué, voilà. Donc là, maintenant, c'est clairement du politique. En tout cas, il y a deux signes que je voulais rajouter qui montrent que ça a changé. C'est que, déjà, Marco se dédouane totalement de ce choix et sous-entend que lui, il aurait dégagé depuis longtemps en disant je suis navré pour l'équipe, mais en gros, on a 200 points d'écart entre nos deux pilotes et ça coûte tous les bonus de fin d'année et de performance aux employés. C'est-à-dire que, parce que je pense qu'ils ont un bonus s'ils ont le titre. Et ils doivent peut-être même avoir un petit bonus s'ils sont deuxième. Ouais, ils ont un bonus, je crois que c'est quasiment dans les 15 000 ou 16 000 euros, je crois, l'année Voilà. dernière, grosso Et modo. donc là, ils n'ont pas parce qu'ils n'ont pas le titre et c'est de la faute de Perez. Donc il y a ce côté où Marco le pointe du doigt et Horner a dit que de toute façon, c'était pas possible d'avoir autant d'écart entre les deux voitures. Alors que Horner a longtemps défendu Perez. Je pense qu'il ne le défendait pas par envie de défendre Perez, mais juste par envie de faire chier Marco. Aujourd'hui, on n'en est plus là. De toute façon, les deux sont du même avis. Et je pense effectivement que le sort de Perez est réglé en interne. Maintenant, la question, c'est savoir où il va aller. Même chez Uber, ils ont voulu prendre Checo. C'est très très fort. Je valide à 100%. Ouais, non mais c'est vrai que ça a été catastrophique et puis bon la remontée en course avec une RB20 c'est la moindre des choses d'aller chercher une 10e place face à Alonso quoi, je veux dire c'est pas un exploit quoi. Il Non. finit quand même derrière une A, c'est derrière une RBF1 donc c'est pas terrible. Effectivement oui il y a personne qui pourrait potentiellement satisfaire tous les critères aux côtés de Verstappen mais il faut quand même Perez de toute façon, Sainz. c'est plus possible. Oui. Voilà. Sainz, Ils ça avaient peut l'occasion faire, d'avoir Sainz. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, Sainz l'a dit, hein, clairement. Il a dit s'ils estiment que c'est parce que je me serais mal entendu avec Verstappen à cause de nos différends du passé sur Toro Rosso, Red Bull se met le doigt dans l'œil. Mais je pense pas, en fait. Je vois pas pourquoi. Au bout d'un moment, Verstappen doit aussi lui se rendre compte qu'il y a besoin d'un équipier plus fort pour que son équipe puisse marquer plus de points, quoi. Et je pense que n'importe quel pilote que vous lui mettez entre les pattes, il s'en accommodera, quoi. Donc je pense pas que ce soit lui qui ait dit non à Sainz. Je pense vraiment que c'est vraiment Red Bull qui a pas voulu considérer Sainz. Ils avaient l'occasion de le faire. Ils avaient l'occasion d'essayer de le rattraper. Tu vois. On peut dire mais Colapinto finalement chez Williams à la place de Sainz. Voilà bon. C'est pas fini. Hein. L'hiver n'est pas terminé les gars. C'est Oui, pas exclu Winter is coming comme qu'il dit. Ouais, c'est ça. C'est pas exclu qu'on se retrouve avec un rebondissement de toute dernière minute là-dessus. Je réponds juste à Zolive, Ricardo, je pense que s'il avait. Il s'est pris rousse sur rousse par Tsunoda à peu de choses près, à part un ou deux coups d'éclat, donc je pense que lui, c'est entendu son avenir. Non, Tsunoda, c'est effectivement s'il avait pas cette connotation Honda dont on a tellement parlé,
il serait déjà depuis longtemps chez Red Bull. Mais le problème, c'est que Red Bull et Honda, c'est terminé fin 2025. Ouais. Et que voilà, et qu'il est connoté Honda. Et malheureusement, cette image, même s'il veut s'en séparer, même s'il veut plus rien avoir à faire avec Honda, ça lui colle à la peau. Et voilà, c'est comme ça. Et je sais pas pourquoi, mais bon, c'est vrai que est-ce que Red Bull au Japon aussi, c'est compliqué en termes de marketing aussi. J'ai pas la réponse là-dessus, j'avoue, mais il y a aussi voilà, un gros intérêt là-dessus, quoi, à voir. Et non, s'il y avait eu un bon pilote à aller chercher, ça aurait été Alex Albon à un moment, le faire revenir. Mais bon, c'était le projet de Yudiga avant que chaque partie chez Red Bull mette de l'eau dans son vin pour arrêter toutes les tensions et les guéguerres fratricides entre les actionnaires. C'est ça. C'est vrai que en tout cas, ça risque d'être un des feuilletons un peu passionnants de l'intersaison aussi, tant que ce ne sera pas réglé, parce qu'à mon avis, ça ne va pas se régler au lendemain d'Abu Dhabi. Et donc, si on se prévoit un petit mythe en janvier dans le sud de la France, on essaiera de mettre en place un remplaçant, un backup au cas où la news. Ouais, ce qu'on fait, c'est qu'on décale au dernier moment, comme ça leur laisse pas le temps à eux de changer la date. Ils font leur news et nous, on se voit après. C'est ça. Ou alors, on va à 4h du matin. Aussi. Mais faut faire gaffe aux horaires américains, parce que ils sont forts, donc c'est pas impossible qu'ils fassent des Ou japonais. Ou japonais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que on est coincé à chaque fois, les gars. C'est ça, c'est très compliqué. On a une fenêtre de tir peut-être à 1h du mat. Non, plutôt à 4-5h. 1er janvier, peut-être. On peut essayer de se faire le 1er janvier. Tu parles, il va Alors, annoncer. c'est la fête sans Paul. Paul, tu travailles ce week-end. Les enfoirés. On va passer à McLaren qui fait 6e et 7e après avoir fait 6e et 8e au Brésil. Ils font 6e et 7e à Las Vegas. Voilà, c'est pareil, il y a un manque de performance très clair tout le long du week-end. Ils n'étaient pas satisfaits de la voiture. Elle n'était pas dans la bonne fenêtre et donc forcément ça coûte assez cher et face à deux équipes et un pilote qui étaient plutôt performants face à eux. Et effectivement, bon, ils avaient prévu de toute façon que c'était la pire des 3 courses qui restaient pour eux. Et ils étaient plutôt pas mécontents d'avoir un petit peu limité la casse face à Ferrari. Alex, t'en as pensé quoi, toi, de la course de McLaren? C'était décevant, mais c'était attendu, quoi. C'était un peu l'idée. Ça aurait pu être bien pire, hein, parce que Piastri, il a pris 5 secondes de pénalité pour un mauvais départ. Il a encore pas du tout maximisé ce qui était possible de faire avec sa voiture, mais finalement, bon, la McLaren avait le rythme pour être la 4e meilleure auto. Je pense qu'ils ont placé les voitures là où ils pouvaient. Mais voilà, donc au moins ils s'attendaient à décevoir, ils s'attendent à être très performants au Qatar. Donc maintenant on les attend au tournant parce que voilà, on arrive quand même dans une situation où McLaren, après avoir lutté pour les 2 titres, pourrait se retrouver avec aucun titre. Donc ils sont un peu face à l'abîme, hein, face au vertige de n'avoir rien du tout. Et il ne faut pas se louper parce qu'ils ont quand même vendangé encore beaucoup de points. Au moins, à Las Vegas, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont laissé sur la table 0 points. La mauvaise nouvelle, c'est que la table, elle n'était pas très grande, quoi. C'est ça. Ouais, McLaren, c'est alerte. Hein. Zach Brown l'a dit, hein, je suis prêt à frapper, à mettre un coup de poing dans le nez à tous ceux qui me disent que McLaren a son titre constructeur acquis. Là, voilà, le dimanche a prouvé effectivement que ça en était quand même assez loin. Donc 24 points, c'est peu. Alors, McLaren peut devenir champion du monde au Qatar. Hein, il faut qu'ils finissent le Grand Prix avec au moins 45 points d'avance sur Ferrari ou Red Bull au championnat constructeur. Ce qui est possible, hein, puisqu'ils ont 24 points d'avance sur Ferrari et 55 53 sur Red Bull, et qu'on peut marquer, si je me trompe, 44 plus 15, 59 points au total. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de points en jeu au Qatar. S'ils se mettent à dominer vraiment ce week-end-là, et sprint et course, ça peut vite creuser un écart assez substantiel sur Ferrari et Red Bull et plier le championnat constructeur de manière assez nette. Il faut oublier que l'an dernier, ils avaient juste perdu la course à cause de Verstappen particulièrement bon, mais ils avaient quand même été très très forts tout le week-end. C'est ça, donc ça peut être très très bon week-end pour eux. Maintenant, si ça se loupe, ça peut être tout l'inverse et perdre encore plus d'avance sur Ferrari et nous faire un super dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Donc voilà, non, ils ont fait avec les moyens du bord, on va dire, mais bon, c'est vrai que ça fait quand même 2 Grands Prix de suite où ça s'écroule un petit peu du côté de McLaren. Certes, ils avaient annoncé que ce ne serait pas leur piste préférée, ça s'est avéré être le cas. Donc voilà, dégâts limités. Un grand merci au partenaire Mercedes qui a vraiment aidé
à ce que Ferrari ne revienne pas plus devant. Oui. C'était pas attendu, hein, parce que je pense pas que j'ai plus nos pronos en tête, mais je crois que personne Merci, n'avait pareil. visé Mercedes, voilà. Non, Non, voilà, direct, non. non, c'était sûr, on n'avait pas parlé Mercedes. Voilà, et puis je pense pas que voilà, donc et voilà, 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 ça va être qui tout double un peu, ça va être en fait, on a eu Verstappen au Brésil, on pourrait avoir McLaren au Qatar en termes de course cruciale pour le championnat. Ça peut tout à fait être ça pour eux. Sinon, bon, à part ça, j'ai pas plus à dire sur leur week-end, effectivement. J'ai juste à dire que Alka dit le rythme de Piastri est très moyen depuis pas mal de courses, mais en fait, il y a quasiment toutes les courses de la saison, c'était exactement pareil face à Norris. Hein. À part 2 Grands Prix, ouais. Bah, Il a gagné. Là, tout le monde a l'air de tomber des nues parce que Norris est devant Piastri, mais regardez la saison, ça a été comme ça quasiment tout le temps. Et c'est pour ça que je suis un peu défenseur de Norris, vous l'avez remarqué, mais parce que il se prend des torrents de merde chaque week-end, alors qu'en fait, il est toujours devant Piastri à peu de choses près. Donc, pour moi, c'est clairement, il n'y a rien de nouveau sur le fait qu'il fasse 8 et 7 quand Norris fait 6 et que la voiture vaut pas mieux que ça, quoi. Et encore, Norris fait des erreurs au Brésil qu'il n'a pas faites à Las Vegas, mais bon. Mais effectivement, moi je suis confiant pour le titre de McLaren dans le sens où je pense qu'au Qatar, ils peuvent vraiment, même s'ils n'ont pas le titre, je pense qu'ils peuvent recreuser l'écart. Mais c'est vrai que bon, ça tire un peu enfin, la saison est compliquée, elle est longue, et je pense que là ils en sont un petit peu. Voilà, je pense qu'il va falloir que ça se termine rapidement parce que. Bah, il est long pour tout le monde, hein. C'est pas une excuse hein, pour le coup. Non, mais c'est vrai que on sent on sent que chez McLaren il y a plus. C'est ce que je disais, Red Bull, c'est une machine qui est un peu plus habituée à se relancer, à trouver des solutions et tout. On sent que McLaren, quand ils sont dans une mauvaise spirale, il n'y a pas de. Voilà, c'est on prend le résultat qu'on a et puis ça va pas plus loin, quoi. Il n'y a pas de petits coups de génie comme on peut voir chez Red Bull et des choses comme ça, et parce que c'est pas une équipe qui est habituée à ça. Surtout quand vous avez un pilote qui s'auto-flagelle comme Norris, même si ces derniers temps il s'est un peu calmé à ce niveau-là, Ouais. et il fait moins d'erreurs aussi, donc forcément. Ouais, c'est sûr que c'est pas le meilleur. C'est pas la meilleure tendance, on va dire, mais bon, à voir effectivement le Qatar. Si au Qatar, effectivement, le vendredi se passe mal, aïe, attention pour la suite. C'est ça, ça va être un petit peu. Il va falloir être rapidement dans le bain. On passe à As. Hülkenberg termine 8ème et inscrit 4 points qui permettent à l'équipe de reprendre la 6ème place du championnat à Alpine. Ça n'aura pas duré longtemps. Et Magnussen termine 12ème. Là, encore une fois, on se retrouve avec une équipe As qui est permanente d'être la meilleure des autres, hein, derrière les top teams. Et une VF24 très solide. Et un Nico Hülkenberg qui montre qu'il est toujours, qu'il mérite toujours sa place et qui est toujours la valeur sûre, quoi. Alors, la meilleure des autres, chapeau à Hülkenberg, et au-delà des points qu'il a marqué cette année, il a aussi, je sais plus, son nombre de 11e place, mais je crois que c'est 6 ou 7, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment une grande régularité. Surtout qu'il n'a pas eu une course facile loin de là, on ne le voyait pas vraiment aussi bien, mais franchement, c'est le meilleur des autres. Et il y a beaucoup d'autres en Formule 1, donc vraiment chapeau à lui. Je pense que sa saison, elle passe un peu sous les radars forcément, mais elle est un peu sous-estimée. Et on parlait de deuxième pilote chez Red Bull. Pour moi, c'est dommage que son nom ne soit pas remis davantage. C'est vrai. Après, meilleur des autres, son nom, sur le papier, le meilleur des autres, c'est Alpine quand même. Hein. C'est quand même Pierre Gasly qui a quand même sorti une performance de fou furieux en qualif, et qui, sans son rôle de moteur, à mon avis, finissait, certes, aurait reculé un petit peu en termes de position, mais finissait, à mon avis, devant la Haas et aurait prolongé un peu ce rêve de 6ème place pour Alpine. Après, tout le monde, hein, dès la fin du Brésil, on a tous dit à la régulière sur les 3 derniers Grands Prix, Alpine va se faire rebouffer par As, voire même par RBF1, puisque leur avance était juste de quelques points. D'ailleurs, voilà, au bout de 4 points seulement, on suffit pour renverser la tendance. Honnêtement, c'est quand même plus justifié de manière logique que As finisse devant Alpine, vue sur l'ensemble de la saison, clairement, même si Alpine a fait une superbe exécution au Brésil qui leur a valu de très très gros points. Maintenant, ouais, effectivement, la fiabilité a coûté cher à Alpine et du coup remet un petit peu l'église au centre du village pour As en termes de position championnat constructeur. Donc, et le Qatar et Abu Dhabi, normalement, ne devrait pas être des courses chaotiques. Enfin, je vois pas, en général, ça n'a jamais été. Enfin, à Abu Dhabi, ça n'a jamais été le cas, à part avec un directeur de course un peu zélé. Mais voilà, c'est pas la météo qui devrait nous chambouler les choses un petit peu là-bas. Donc logiquement, As devrait rester devant Alpine. Et même RBF1 devrait normalement, logiquement, repasser aussi devant Alpine. Donc, mais bon, ça restera serré entre les trois. Ouais, dans tous les cas, ça c'est certain.
Magnussen, quand même, juste un petit exploit. C'est le seul à faire un arrêt. Hein. C'est vrai. Sur ce Grand Prix de fou furieux pour les pneus, c'est quand même à signaler. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'est Pirelli qui a totalement oublié dans son communiqué, parce qu'ils ont parlé de pilotes qui ont fait 2 et 3 arrêts, mais ils ont totalement oublié Magnussen qu'on avait fait un seul. Donc, pas très cool. C'est vrai que c'était quand même pas gagné. Dommage qu'il est parti avec le mauvais pneu parce que Ouais. finalement il fait encore dessus. En plus, il part avec le médium mais pas avec le. Non, pardon, il part Il y a avec pas que le dur. il part avec le dur, ouais. Ouais. Qui est pas l'idéal non plus pour progresser. Et c'est quand même. C'est quelque chose de vraiment. C'est ce qu'on dit dans le chat. Est-ce qu'il va pas regretter de partir de Haas pour aller chez Audi? Enfin, Steak encore l'an prochain. Ah bah je pense que l'an prochain il va le regretter, parce qu'à mon avis la saison 2025 ça va être un beau Oui. purgatoire. L'année prochaine, ça va être. Je prends les choses comme ça vient. Ça va surtout aider en coulisses, à mon avis, ça. Plus qu'en piste. Oui, c'est possible. Bon, on va pas épiloguer sur As qui a été, ma foi, discrète mais efficace. On va passer à RBF1 avec la 9ème place de Yuki Tsunoda, la 16ème place de Liam Lawson, qui a été un petit peu en retrait tout le long du week-end face à son équipier. C'est vrai que Tsunoda montre, ce qui est encore plus frustrant, c'est que Tsunoda se montre quand même sur cette saison globalement toujours régulier et plutôt performant. Et là, il a encore fait un week-end très solide, Alex. S'il n'y avait pas le facteur Honda, c'était la promotion logique chez Red Bull. C'est ça. Un bon week-end de Tsunoda, globalement. C'est vrai que bon, RBF1 a un petit peu le souci d'avoir des points de retard quand même sur les deux autres équipes. Et puis bon, ils sont dans une partie du peloton où ça marque pas trop, mais La RBF1 qui a comme adopté toute la partie arrière de la Red Bull RB20, partir au Grand Prix quand même, parce que par le jeu des accords et de ce qui est possible de faire de manière réglementaire, a quand même doté sa voiture de grosses évolutions sur le train arrière, donc en reprenant la plupart des pièces de la Red Bull RB20, qui n'est pas la monoplace de référence du plateau, en tout cas à l'heure actuelle. Mais voilà, ça a l'air de satisfaire Tsunoda, peut-être un peu moins Lawson aussi. Lawson, il a admis aussi que voilà, le tracé de Las Vegas, il s'était pas forcément super bien habitué, alors qu'il a été super brillant sur un circuit comme Singapour, donc ça peut être un peu étonnant comme ça sur le papier. Mais ouais, il y a eu pour une fois un des plus gros écarts d'ailleurs entre les deux. Je crois que c'était d'ailleurs ce week-end vraiment en termes de perf. Donc Ouais. à voir si effectivement ça continue comme ça. Mais si effectivement Tsunoda sent qu'il a une carte à jouer, en voyant que voilà, il en a un petit peu marre, il l'a dit lui-même, il en a un peu marre d'être snobé par Red Bull. Et lui, ce qu'il a envie de parler, c'est sur la piste. Et s'il continue comme ça sur les 2 derniers Grands Prix, parce qu'il sait clairement que lui aussi, il a sa place à jouer là. Et que si ça continue comme ça et que Lawson effectivement prend une petite pilule au Qatar et à Abu Dhabi, et ben ouais, ce serait bien mal à l'aise chez Red Bull pour expliquer à Tsunoda pourquoi c'est Lawson qui a la promotion si jamais il fallait faire un choix. Ouais. Et pourtant, c'est exactement le scénario où je vois se profiler personnellement. Je le sens bien arriver comme ça. Je sais pas, Alex, si y a quelque chose d'autre à dire sur RBF1. C'est vrai que ça a été. Bon, après, il y a toutes les rumeurs, évidemment, on a déjà un petit peu abordé du coup sur la partie Red Bull. Voilà, c'est assez flou. Je pense qu'on n'aura pas de nouvelles avant la saison, de toute façon. Enfin, avant la fin de saison, pardon. Mais effectivement, ça pourrait bouger par la suite. Moi, personnellement, je pense quand même qu'ils vont promouvoir Lawson et rétrograder Perez, à mon avis. Sauf s'ils arrivent à dégager Perez vraiment, et là, si les actionnaires disent c'est pas grave, on paye ce qu'il faut payer, et puis il s'en va. Auquel cas, ils pourraient. Mais dans tous les cas, je pense qu'ils mettront Lawson chez Red Bull quand même. Moi, je vois pas un autre choix. Oui, mais Tsunoda en plus fait un essai avec la Red Bull après Abu Dhabi sur voilà. Pareil, il voudra montrer effectivement que c'est aussi quelqu'un avec lesquels les ingénieurs de Red Bull peuvent travailler. Tant que. Moi, c'est Red Bull, c'est toujours Red Bull. Pour moi, ça reste toujours l'équipe qui peut sortir aussi les plus grosses dingueries en termes de décision. Voilà, si maintenant. Est-ce que si Verstappen peut avoir aussi son mot à dire entre les deux, est-ce qu'il préfère pas plutôt un Tsunoda qu'un Lawson? Voilà, je sais pas dire. Lawson n'est pas particulièrement soutenu par des sponsors ou autres dans son pays. Tsunoda a quand même déjà plus de cotes au niveau marketing, au niveau popularité. C'est aussi des choses qui comptent. Donc voilà, peut-être qu'aussi c'est aussi une volonté peut-être d'Horner et de Marco de le laisser, d'Horner et de Marco de le laisser un petit peu en dehors du spotlight et de le laisser progresser sans lui mettre de pression aussi. Et peut-être que c'est un jeu, voilà, peut-être qu'il se dit voilà, peut-être qu'on arrive à en sortir le meilleur de lui en le snobant en tout cas en public.
Peut-être qu'en interne, c'est pas le cas, mais La voilà. Nouvelle-Zélande, c'est 5 millions d'habitants, le Mexique, 128, et le Japon, c'est à peu près pareil, quoi. Donc voilà, c'est. Maintenant, voilà, en tout état de cause, si ça continue comme ça pour Tsunoda face à Lawson, c'est un choix logique sensé. C'est Tsunoda promu et pas Lawson. Mais bon, ça reste Red Bull. Donc voilà. Et James Smith demande, en termes de dinguerie, on est sûr qu'il y a zéro chance que Perez reste? Bah non, il n'y a pas zéro Ouais. chance, parce que Non, comme vient de non. dire Franck, c'est Ah, Red il va Bull. être prolongé jusqu'en 2030, hein, si ça se trouve, on n'est pas à l'abri de ça. Hein. Faut oublier que techniquement, il a un contrat jusqu'à fin 2026, donc pour l'instant, il est intouchable. Et d'ailleurs, il a dit, oui, parce que j'ai oublié avec Perez tout à l'heure, je voulais remettre un petit en plus, mais il a quand même dit, les progrès arrivent. Il a dit, je sens que je vais bientôt retourner à la situation, virgule, les progrès Je arrivent. pense que d'ici le mercredi, les essais de post-saison d'Abu Dhabi, Il sera opérationnel. il sera au top. Mardi, c'est le mardi en plus, pas le mercredi. C'est marrant. Parce que le mercredi, ouais, si les programmes le mercredi, c'est trop tard. Hein. Ils sont déjà tous partis. Et peut-être venir le matin en disant, mais ça y est, je pensais que c'était bon, là, j'avais enfin le rythme. J'ai trouvé, c'est à Noël, le 24 décembre. J'ai trouvé ce qui allait pas. Mon Dieu. Croyez-moi. Ouais, la communication en Et plein on dans a le dit déni. oui, je te crois. Ah, mais je te crois, y a pas de problème. Je crois sur parole. On est moqueur quand même. Hein. Ouais, on est un peu moqueur, mais bon. Bah... Là, pour le coup, c'est très justifié. Parce Ouais, que là, c'est il compliqué serait- de défendre. quand même. il serait à 2 ou 3 dixièmes. Rien que pour ça, il faut qu'il reste chez Red Bull. Il serait à 2 ou 3 dixièmes, on serait moins taquin, mais là, une seconde, et puis c'est pas la première fois qu'il y a une seconde d'écart. Donc, Bah non, c'est même un écart très, très constant pour le coup, c'est ça qui est problématique. C'est ça. Hein. Depuis, parce qu'il faut pas oublier que oui, Perez, depuis Miami, c'est pas mieux qu'une 6ème place, il en a fait qu'une seule. Donc il a pas fait un top 5 depuis Miami quand même, avec une voiture. Verstappen collectionne les top 5 avec, donc c'est un peu le problème. Voilà pour RBF1, puisqu'en fait on parlait pas de Red Bull. On va passer à, on va passer à Aston Martin. Peut-être future équipe on l'a dit tout à l'heure. Hein. Voilà, il y avait Future équipe une logique. Voilà. Non mais c'est sûr, en plus il y a moyen qu'il y atterrisse quand même. Aston Martin qui continue sa série de non-points avec la triste 11e place de Fernando Alonso qui est pas vraiment à blâmer sur le coup et de Lance Stroll qui termine 15e. Aston Martin. Alonso fait quand même un très bon week-end avec une Oui. très mauvaise voiture. Mais il fait surtout un très bon dimanche parce qu'ils sont quand même Très tous les bon deux dimanche. éliminés en Q1. Hein. Ouais. C'est en qualification, c'est la pire équipe du plateau avec, C'est la pire équipe, ouais. avec les deux voitures éliminées en Q1. Et C'est encore pas une bon fois. à porter du verre en Formule 1. Ouais. Non, Ouais, c'est ça. lui, il a clairement dit, maintenant, il espère quand même que Newey réussira au moins à corriger quelques erreurs pour 2025 aussi, parce que je pense que sinon ça sent la saison en enfer. D'ailleurs ses propres termes, hein, ce qu'on a publié aujourd'hui. Mais c'est voilà, si Adrian peut nous choper quelques idées là, même si c'est pas sa tâche principale, voilà, au moins nous remettre un petit peu De des. faire quelques croquis rapidement. C'est ça pour 2025, ça pourrait nous aider. Mais oui, mais bon, après la course de l'âne, je suis désolé pour le coup, on va pas critiquer parce qu'en fait il a eu zéro radio pendant toute la course. Donc il a eu zéro communication pour la stratégie sur quand rentrer, quel pneu lui mettre et tout ça. Donc c'était impossible pour lui de faire quoi que ce soit. Il n'était pas prévenu de quoi que ce soit, ni de la stratégie, donc voilà, dans ces conditions-là, vous pouvez pas exécuter une course en F1, clairement. Donc désolé, hein, la radio et les ingénieurs sur les murs des stands, ça compte énormément. Et donc il a essayé de faire signe à son mur des stands pour entrer au stand et ça n'a pas marché une fois. Donc Ouais, là, c'est c'est ça. vraiment retour. Voilà, c'est old school. Mais je comprends pas qu'il ait pas. Ils ont des panneaux quand même. Non, mais il y a un panneau pour le faire arrêter, mais il pouvait pas dire son choix de pneus, il pouvait pas dire quand il voulait, est-ce qu'il se sentait bien avec ses pneus. Oui, c'est sûr. Voilà, contre qui il devait se battre, est-ce qu'il devait accélérer, ralentir, refroidir. Il avait pas il avait pas par exemple l'information du cliff des pneus aussi. Voilà, le fait que effectivement tout le monde est en train de s'écrouler à un moment devant lui en termes de pneus. Donc il y a beaucoup de choses quand même qui Déjà qu'il n'est pas bavard en temps normal. c'est ça. En fait, il était content, il a vécu sa meilleure course lui. C'est ça. donc du coup non course en fait de Lance Stroll. Bon, Oui. voilà. Et non qualif Pas drôle. puisqu'il a la panne en EL3 et il fait qu'un seul Oui. tour en toute fin de Q1. Et Alonso quand même qui a quand même tenté de partir en tendre. Quand même à signaler parce que c'était pas forcément mauvais pari, hein, ça a essayé de progresser vite fait dans le peloton, d'ailleurs ce qu'il a réussi à faire. En espérant oui, mais en espérant une voiture de sécurité, toujours pareil. Tu espères, voilà, tu progresses vite, ou même un drapeau rouge, tu changes le pneu gratuitement, t'as progressé, t'as gagné quelques places, t'as fait un petit pari qui pouvait se défendre, quoi. Bon, malheureusement, ça finit tout juste à la porte des points, mais c'est pas si mal que ça, vu la perf en qualif. Oui, c'était nettement moins pire la meilleure que. course de la Ouais. carrière, la meilleure course en carrière. Hein.
Oui, mais comme dit toujours Fernando, je fais toujours mes meilleures courses, mais personne ne les remarque. Donc voilà. De toute façon, Nous, on le remarque un petit peu pour lui. oui. Fernando, Parce si qu'on tu n'est écoutes, pas des médias, on n'est pas des médias britanniques, c'est pour ça qu'on le Vraiment remarque. britannique, c'est ça. Ouais. c'est ça. Mais bon, après, eux, ils sont dans un no man's land absolu. Ils restent toujours 5e au championnat. Ils ont 6 fois moins de points quasiment. Enfin, ils ont 5 fois moins de points, c'est sûr, que Mercedes, mais ils sont toujours 5e. On va passer à l'autre équipe verte, puisque tu soulignais très justement que c'était compliqué pour les équipes vertes, Alex. Et ben, Guanyu Zhou termine 13e après s'être qualifié C'est moins 13e. compliqué. Ouais. Comment? Moins compliqué que d'habitude. Et oui. Oui, oui. Et Bottas termine 18e après s'être élancé 20e à cause d'une pénalité. Mais le fait est que l'équipe a amené des évolutions importantes. Alors, un timing un petit peu bizarre, mais je pense que c'est clairement pour 2025. Mais ça semble fonctionner globalement, parce qu'on se dit que si Bottas avait voulu se défendre tout le week-end et qu'il avait eu l'avance qu'il a habituellement sur Joe, bah, c'était pas loin de la Q3, tout simplement. Donc globalement, c'était très bon plutôt bon pour Joe et plutôt encourageant pour Bottas. Et globalement, Steak a peut-être fait sa meilleure course depuis retour en Europe, je pense. Ouais. Non, c'est encourageant. Effectivement, si au moins les évolutions vont dans le bon sens, bah déjà ça redonne un peu confiance aux ingénieurs à Hill, quoi. Parce que bon, il faut quand même pas oublier que c'est quand même quelques courses que les pièces qui sortaient, c'était au mieux pareil. Au pire, ça dégrade un peu la voiture. Donc ça, déjà, c'est quand même un bon point. Joe qui était aux abonnés absents depuis quelques courses, qui avait l'air de vraiment finir cette saison en roue libre, sachant très bien qu'il n'aurait aucun poste pour l'an prochain. Effectivement, le mood n'était pas terrible. D'ailleurs, Joe qui lui-même le jeudi déclare que presque devenir pilote de réserve l'an prochain, c'est presque un bon moment. Ça tombe, Ouais. c'est presque une bonne nouvelle pour lui parce que voilà, je pense que mentalement, voilà, il est épuisé. Il a confirmé effectivement aussi être en contact avec Ferrari, donc Ferrari dont il a fait partie de l'académie des jeunes pilotes bien plus tôt dans sa carrière. Donc voilà, Guanyu Zhou, pilote de réserve chez Ferrari, ça serait pas déconnant. Donc, enfin, en tout cas pour lui, ça serait pas déconnant. Pour les fans, ça c'est encore autre chose, hein, parce que c'est vrai qu'en Europe, on n'a pas beaucoup de fans de Guanyu Zhou, soyons clairs. C'est quand même plutôt dans son pays qu'on les trouve. Mais voilà, il est presque soulagé que cette saison se termine et qu'il est presque soulagé de ne pas avoir de baquet l'année prochaine pour souffler, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Maintenant, est-ce qu'il va être dans la foire d'empoigne pour un des deux baquets chez Cadillac? Je suis pas certain qu'il soit prioritaire, malheureusement pour lui. Mais en tout cas, il candidatera, c'est sûr. Ouais, ça c'est certain, mais effectivement, je vois pas dans les tops. Il y aura beaucoup de candidats plus sérieux que lui avant, je pense. Ouais, de toute façon, il y a le projet Audi qui avance et même si Audi peut avoir des passerelles de secours, même des aides, on va dire, de la part de la FIA, quelques équipes s'y opposent. Alex, tu voulais peut-être nous parler de ce sujet particulièrement sympathique des budgets de cap spécial Audi. Ah bah oui, parce que c'est en réalité, on accuse beaucoup Steak, mais ils se battent avec une main liée dans le dos parce que donc il y a le même budget plafonné pour toutes les équipes de 135 millions de dollars qui va être porté à 210 millions de dollars aussi pour toutes les équipes, mais en réalité, il y a beaucoup d'inégalités entre les équipes, puisque en Suisse, le salaire moyen brut des ingénieurs, alors je vais aller chercher les chiffres, le salaire des ingénieurs, hein, le salaire annuel moyen brut des ingénieurs est à peu près de 95 000 euros. En Allemagne, c'est 52 000. On n'oublie pas qu'en Allemagne, il y a aussi une base pour Sauber Audi. Au Royaume-Uni, c'est 55 000. Et en Italie, 32 000. Donc, ce qui vous fait un écart en Suisse, en fait, vous avez en gros un quart des employés. Vous pouvez payer un quart d'employés en moins. Enfin, soit vous les payez moins, mais ça, on peut pas en Suisse. Soit vous en avez 25% de moins. Et en gros, Steak doit avoir un quart d'ingénieurs en moins que toutes les équipes qui sont basées au Royaume-Uni, rien que pour des questions de salaire. Voilà. Et je ne parle même pas de l'Italie où les salaires sont encore plus bas. Donc voilà, comment est-ce que vous pouvez être compétitif avec en gros 25% de budget en moins, hein, parce qu'en termes réels, c'est ça l'idée. Et du même coup, Audi et Steak ne font que se plaindre de cette injustice, et une injustice qui va être réparée. Alors on ne sait pas encore à quelle hauteur. On parle de 15% de budget en plus pour Audi, ce qui serait encore insuffisant. Vraiment, pour moi, c'est plutôt un quart, mais bon, c'est déjà ça. Et qui sera accordé donc à partir de 2026, je crois, je ne sais plus. Sachant que toutes les équipes étaient contre, évidemment, sauf Audi et Steak. Hein. Beaucoup de mauvaises foi de la part de tous les directeurs d'équipe, par exemple de Komatsu, qui disaient en fait, ils n'ont qu'à délocaliser leur équipe. Mais c'est pas aussi simple.
Sinon, enfin, je veux dire, si on raisonne comme ça, on a qu'à loger les équipes en Afrique subsaharienne. Et là, effectivement, là, vous allez avoir des salaires beaucoup plus faibles. Bon, il faut quand même trouver les ingénieurs. C'est peut-être pas évident. Mais voilà, donc à mon avis, je pense qu'on peut quand même, on dit beaucoup de mal de la FIA, mais là, on peut dire du bien parce qu'elle répare une injustice qui vraiment fait beaucoup de mal. Alors, il a fallu attendre qu'il y ait un constructeur comme Audi. Et je pense que s'ils sont arrivés en Formule 1, c'est avec des garanties de ce côté-là. Parce que voilà, ils se battent avec une main liée dans le dos. Les écarts ne font que se creuser. Donc il y avait quelques mécanismes qui existaient, mais c'était loin d'être insuffisant. Donc voilà, je pense que le problème de ça, c'est que ça va mettre du temps avant de se mettre en place. Mais du même coup, c'est aussi un argument parce qu'ils vont pouvoir un petit peu augmenter encore les salaires. Et vous voyez, les salaires des ingénieurs en Formule 1 aujourd'hui réunis sont très compressés. En Italie, il y a une forte concurrence. Il y a un calendrier qu'on n'explique pas. Voilà, concrètement, vous avez en Suisse, certes, il faut déménager, mais vous avez aussi et à Neubourg aussi, vous avez aussi des salaires qui commencent à devenir compétitifs. Donc, à l'heure où Sauber, Audi, Stake veulent attirer les ingénieurs, il y a cet argument tout simplement aussi des salaires qui va pouvoir un petit peu porter. En tout cas, c'est vraiment un avantage. Enfin, moi, en fait, je l'avais vu dès qu'il y a eu ces budgets plafonnés qui ont été annoncés. Et puis, chaque année, il y avait une inflation qui était beaucoup plus faible en Italie qu'au Royaume-Uni. En réalité, ça crée un écart compétitif assez fort. Donc, encore une fois, il y a des mécanismes qui sont mis en place, mais qui sont loin de tout solutionner. Et donc, voilà, enfin, ce souci-là est réglé. Mais, à mon avis, ça va faire partie des raisons qui vont expliquer le redressement d'Audi, Stake, s'il y a redressement ces prochaines années. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est assez complexe comme dossier. Et puis évidemment, la dernière actualité pour l'équipe, c'est la signature de Gabriel Bortoleto, qui rejoindra donc dès l'an prochain Stake F1. Mais lui aussi, comme Nico Hülkenberg, dispose d'un contrat pluriannuel. Ils en font clairement leur jeune pilote prometteur et presque le centre de leur projet de long terme. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre pour les gens qui suivent pas trop la F2 et qui n'ont pas trop suivi la F3 parce que c'est pas un des noms qui a été les plus nommés cette année. On a eu beaucoup effectivement de jeunes pilotes tels que Lawson, Colapinto, Berman qui ont été, même Antonelli, qui ont été beaucoup plus prononcés. Mais le fait est que Bortoleto pour l'instant est en train de se forger un palmarès à la Russell, c'est-à-dire champion de sa F3 pour sa première année et il est leader de la F2 pour sa première année. Donc c'est loin d'être volé. Tu aurais pu dire à la Van Dorn. Hein. Oui, c'est aussi le cas. Effectivement, mais je voulais avoir un petit peu, un petit peu d'espoir pour la suite de sa carrière. Non pas que celle de Van Dorn soit mauvaise, mais en F1, ça n'a pas été la réussite escomptée. Et effectivement, oui, j'ai vrai que je n'ai pas parlé de Jacques Douane, en plus c'est un peu honteux, mais bon, on en reparlera après. Donc Bortoleto a fait quand même un beau programme. Il était chez McLaren en tant que jeune pilote, et puis il a été racheté par Audi, qu'il a donc extirpé du giron McLaren, mais de toute façon c'est pas plus mal parce que McLaren il n'y a pas forcément de place avant un moment vu qu'ils ont deux jeunes pilotes bien installés, donc ça semble être plutôt une bonne idée. Et c'est vrai que c'est le retour d'un Brésilien en Formule 1, donc comme le dit James Smith, il y a aussi non, comme le dit Alka, pardon, il y a aussi un vrai plus au niveau des sponsors, forcément les sponsors sud-américains qui attendent un petit peu les pilotes du cru pour revenir aussi en Formule 1. Donc voilà, avec Antonelli, on aura le retour du Brésil et de l'Italie qui n'ont pas été là depuis quelques années. Alors, l'Italie un peu moins longtemps, mais voilà, c'est plutôt intéressant. Et puis après, bon, ça me paraît être un bon choix d'opter pour aussi un jeune pilote à côté de Hülkenberg et pas prendre un Hülkenberg Bottas avec juste des pilotes en pré-retraite ou pas loin, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Hülkenberg a quand même beaucoup à perdre parce qu'on s'attend à ce qu'il éclate Bortoleto et voilà, il va découvrir une nouvelle équipe. Voilà, donc c'est pas si évident que ça quand même pour Hülkenberg parce que voilà, on est toujours dans la position idéale du rookie, c'est-à-dire que si on perd, on dit que c'est normal et si on gagne, on dit ah c'est formidable, c'est le nouveau phénomène. Oui, après, Bortoleto pour moi c'est un choix sur le coup logique. En plus, la confiance aux jeunes est clairement là en ce moment en Formule 1. On le voit avec tous les jeunes qui vont débuter l'année prochaine en F1. Après, Bortoleto n'est pas un jeune qui a été beaucoup testé en F1. Il a fait un ou deux tests, je crois, au grand maximum pour McLaren dans le cadre des TPC, c'est-à-dire les essais des F1 de 2022, donc vieilles de 2 saisons. Voilà, ils ont juste dû se fier effectivement aux quelques datas que McLaren a bien voulu envoyer à Sauber et à Mattia Binotto pour se décider. Et c'est en plus, c'est même pas un rachat ou un prêt, c'est vraiment McLaren se libère complètement Bortoleto
voilà, il n'a plus du tout de droit sur lui. Donc c'est aussi assez noble de la part de McLaren de faire ça. Ouais. Bon, ils n'avaient pas non plus énormément investi dessus, soyons clairs, en termes financiers. Et donc voilà, il n'y a pas du tout de volonté de barrer la route, de barrer la route vers la F1. Donc voilà, c'est un bon choix. Et on sait qu'il y avait d'autres pilotes qui étaient sur la liste. Hein. Il y avait notamment Mick Schumacher qui attendait un peu comme sa dernière chance. Voilà, maintenant tout le monde dit que c'est plus sa dernière chance parce que Ralf Schumacher dit aujourd'hui que maintenant Cadillac serait une très très bonne option pour Mick et qu'il a même 50% de chance d'aller chez Cadillac. Pour vous dire, hein, c'est le tonton, il y croit toujours dur comme fer. Hein, voilà, je pense qu'il y a, C'est vrai que là, tu son premier soutien. Franchement, on peut pas lui enlever ça. Il y a 3-4 jours, il y croyait plus du tout et maintenant c'est oula. Putain, il y a 2 places en plus. Il y a 2 places en plus, c'est ça. Donc voilà, c'est. Non, mais voilà, écoutez, c'est clair qu'on a un peu moins de vision de Bortoletto, de sa capacité de rouler en F1 que les autres. Berman a eu 3 chances un peu grâce au hasard voilà, du rôle de réserviste. Qu'il a globalement très bien réussi en plus. Colapinto, il a vraiment impressionné avant d'un peu moins impressionné. On va revenir dans Williams juste après. Voilà, et Antonelli, pour moi, Antonelli, ça reste la plus grosse question hein, quand même. Voilà, c'est pour ça que Bottas, on n'a pas trop parlé, mais du coup, se retrouve certainement réserviste chez Mercedes. Parce que voilà, les pourparlers sont quand même bien engagés. Avec volonté peut-être de revenir en 2026 en F1. Cadillac pour le coup, pourquoi pas. Voilà. Puisque voilà, il a dit clairement qu'il voulait pas se fermer il voulait pas courir l'année prochaine pour pas se fermer de porte encore en 2026. Et selon effectivement s'il peut revenir en F1 en 2026. Voilà. Maintenant je pense que Bottas secrètement espère que Antonelli trébuche et soit peut-être même viré en cours de saison. À ce moment-là, c'est lui qui aura le jackpot. Après, ouais, il a dit lui-même, hein, je souhaite pas de mal à Kimi évidemment, mais en souriant, voilà, en gros, bon, si ça arrive... C'est vraiment un truc de cartoon, tu sais, genre avec le coyote qui essaye de... Là, si ça arrive, il sera évidemment là, et voilà, c'est pas lui qui l'aura fait trébucher, c'est juste que Antonelli aurait été lancé en F1 de manière trop tôt, et ça peut arriver aussi comme, voilà, même Douane aussi, qui est pourtant très très bien préparé par Alpine, peut-être que ça le fera pas une fois en condition de course. Et voilà, c'est des paris, et on aura hâte de voir... voilà, on sait très bien qu'il y a un Colapinto qui attendra quelque part, tapis dans l'ombre l'année prochaine, qu'il y en a un qui trébuche. C'est tout ce qu'on peut dire. Ça c'est sûr. Et ben justement, Colapinto qui trébuche, pour l'instant c'est plutôt lui. Oui. Exactement. C'est pour faire une belle transition. Mais j'ai lancé la perche direct. Ouais, c'est gentil. Il termine 14e du Grand Prix de Las Vegas. Alex Albon a abandonné. Bon, fin de saison très compliquée pour Williams. Déjà, bravo à toutes les personnes qui ont travaillé sur la reconstruction des multiples épaves qu'on leur a renvoyées en kit, parce qu'il y a une vidéo qui a été faite où ils ont reçu des colis complets de pièces de carbone détruites et des châssis abîmés, des trucs qu'il a fallu... C'est très intéressant parce que là, tout ce qui est logistique, etc., on ne met pas souvent en lumière, mais ouais. c'est vraiment, il y a tout un travail en coulisses qui est énorme. Ouais, il y a une vidéo de 10 minutes sur YouTube de Williams, vraiment allez la voir parce que c'est, on voit à la fois qu'ils ont attendu les pièces qui sont arrivées en pleine nuit, qu'il a fallu tout déballer, ils ont fait une espèce de puzzle avec les pièces à récupérer, à mettre en place, machin, qu'est-ce qui était sauvable, qu'est-ce qui était réparable, qu'est-ce qui était à modifier complètement. Enfin bref, il y a tout un tas de choses comme ça sur les coulisses passionnantes de la Formule 1, mais à la fois surtout impressionnant de voir le travail qui a été fait puisqu'ils ont retapé 2 bagnoles complètement avec les mêmes spécifications. Tout ça pour qu'il y en ait une qui finisse dans le mur le samedi. Colapinto s'en est mis une belle aussi avec une erreur qui est pas énorme, hein, cela dit, parce que Napulka a raison, c'est en collaboration avec Lego qui a été annoncé sponsor de la Formule 1. J'essaierai de le trouver, John Smith, le lien après, de mettre dans le chat. Oui, donc globalement, il a pas fait une erreur énorme. Hein, il touche l'intérieur dans un virage rapide et puis ça le propulse à l'extérieur. Mais c'est vrai que les conséquences sont catastrophiques. Il a pris 50 G. Il était un petit peu perdu après l'accident. Et puis, de nouveau, des grosses réparations. L'équipe a encore travaillé pour réussir à mettre en place une voiture. Ils ont encore réussi. Et puis, bon, ça fait 14e. Finalement, c'est pas si mal. Mais pour Williams, c'est une fin de saison compliquée, quoi. On a senti toute la détresse. Vas-y, on a senti toute la détresse des mécaniciens quand Colapinto s'est mis dans le mur avec
Mais surtout, Voilà, les bras, Ah les bras ouais. sur la tête et tout. Et, Tu sens que ça fait beaucoup plus mal qu'en Ouais. début de rages saison. dans le week-end, 5 rages dans le week-end au Brésil. on en est à 3 millions d'euros de budget. Et Wolf disait que. En plus, c'est juste avant l'accident en plus qu'il a causé. Il causait à Sky. Il disait ouais, effectivement, si ça continue comme ça, il y a de forts risques qu'on ne finisse la saison qu'avec une seule voiture. Quoi. Mm. Et boum, à ce moment-là, la séance d'après, Colapinto, effectivement, la met dans le mur. Heureusement, réparable, mais je pense que là, il y a plus aucun joker marge d'erreur. Quoi. Donc, ça veut dire que s'il y a le moindre crash au Qatar, c'est fini pour. Le Qatar, c'est l'autre bout du monde par rapport au Nevada. Donc, C'est ça. Mais alors voilà, la question c'est est-ce que le train de la hype pour Colapinto n'est pas rentré en gare? Oh. C'est joliment demandé, mais non, moi je pense pas. Je pense que c'est un jeune pilote, faut lui laisser le temps. On disait, Pour aller pareil chez pour Red Bull. Sargent aussi. Hein. Oui, mais c'est un jeune, il n'y avait pas de performance à côté de ça. C'est pas faux. Mais est-ce que si vous êtes l'actionnaire de Red Bull et vous devez dire est-ce qu'on paye 20 millions pour prendre Colapinto, est-ce que vous signez le chèque? Bah, Marco, non. Horner, je elle signe hésitait. pas. Hein. Moi je ne signe pas. Moi, non, pour le mettre dans une top team, non. Pas Après, directement, oui. après enfin, comment dire? Est-ce que ces crashs, mais des performances, ne seraient finalement pas moins coûteux qu'un Perez qui coûte 20 millions parce qu'il perd 2 places? Mm. Tu vois, il y a aussi Mais en est-ce fait, que c'était Red Bull, est-ce que tu voudrais pas un pilote qui se crache pas et qui soit rapide, quoi? Est-ce qu'il y a quand même ça qui oui, existe? ça fait un petit moment qu'ils en ont pas eu de ça. Ah oui, Enfin, mais à part choisir, Verstappen évidemment, mais. À choisir, autant prendre un meilleur pilote. Hein. Oui, non, c'est sûr, mais après ils veulent pas mettre de concurrence à Verstappen en interne, donc t'es forcément obligé d'avoir un pilote qui soit n'est pas régulier, soit n'est pas performant. Malheureusement, il y a aussi on en revient aussi au problème de Red Bull. Hülkenberg, hein. Ouais, c'est vrai. Mais on en revient aussi au problème de Red Bull qui mise tout sur Verstappen. En attendant, c'est vrai que pour Colapinto, c'est compliqué, mais en même temps, faut pas négliger non plus, il tombe sur la pire partie du calendrier. Les circuits de fin d'année sont quand même très compliqués dans l'ensemble. Il s'est fait Bakou, il s'est fait Singapour, il s'est fait Las Vegas. Il a eu le Mexique qui est quand même très compliqué au niveau du grip, Austin qui est compliqué au niveau des bosses. C'est quand même très très Non, compliqué. Moi, Berman, il m'a plus impressionné au final que Colapinto. Ah, moi je suis d'accord sur le fait que. Mais je trouve que Berman est très sous-estimé par contre. Là-dessus, je suis totalement d'accord. En fait, on a déjà oublié le fait qu'il était déjà titularisé. Jeddah est arrivé le samedi. C'est ça. Non, c'est clair. Non, c'est ça. Et Colapinto, faut pas oublier aussi qu'il y a eu un petit peu un effet. Comment dire? L'effet waouh avec les fans. De ça, voilà, il y a eu un effet un petit peu artificiel sur la popularité parce que les fans étaient là. On a bien vu qu'à Las Vegas, c'était pas du tout pareil, et ce sera pas du tout pareil au Qatar. Et je pense que ça a un petit peu. Il y en a certains qui se sont emballés. Moi, après, j'ai pas l'impression que nous, par exemple, dans les débriefs ou les articles, on a été élogieux, mais pas au point de dire que c'était le nouveau The Star. Ouais. Le nouveau Senna, comme beaucoup l'ont dit. Et je pense qu'effectivement. Bruno. Viviane Senna. J'en ai pas d'autres. J'ai le Senna de la FIA éventuellement, mais ça n'a rien à voir. Non, mais c'est vrai que c'est. Je pense qu'il y a eu pas mal d'emballements, mais au final, il est, pour moi, c'est un jeune pilote très rapide avec les travers d'un jeune pilote, en fait. Donc. Je suis pas inquiété pour lui, mais je pense effectivement c'est pas dramatique qu'il ait une saison complète de préparation avant de revenir titulaire en 2026 par exemple. Ça me paraît pas déconnant. D'ailleurs, il a le dit 2026 ou Il est 2027. en 2026, mais où? Chez Williams? Oui, moi j'attends toujours que je pense que chez Williams la relation Albon-Sainz va très vite se dégrader. J'ai tendance à penser que ça va pas aller très loin, mais bon, après c'est mon point de vue. À voir. Et j'arrive pas à avoir Albon méchant. Moi. Ah non, mais c'est pas d'Albon que j'ai peur. non, c'est pas d'Albon que j'ai peur. Albon, je pense que c'est un excellent leader pour Williams et qu'il le restera. Je pense que Sainz, j'ai peur que Sainz soit très rapide, mais que la situation lui convienne pas très bien, parce que il y aura un peu de frustration de ne plus être dans un top team, et il y aura un petit peu de frustration d'avoir Albon très rapide en face de lui. Et je pense qu'Albon, à mon avis, sera assez intouchable au niveau mental et que ça va pas aider Sainz à être serein. Et je pense que si Sainz a une porte de sortie pour aller par exemple chez Red Bull ou ailleurs, il n'hésitera pas à la prendre assez rapidement. Mais bon, après ça c'est de la pure spéculation et peut-être que je me gourre totalement, mais c'est un peu, pour moi ça m'étonnerait pas que Colapinto ait sa chance dès 2026 en tout cas. Mais voilà, en tout cas ouais, pour Williams, voilà, c'est bon.
La fin de saison, de toute façon, ils sont 9e, un peu isolés au championnat. Je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à faire de plus. Encore une fois, l'équipe passe son temps. Est-ce qu'ils ont intérêt à réparer une voiture? Est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à finir la saison avec une voiture et au contraire mettre toutes les forces du département production et autres sur 2026? Légalement, ils n'ont pas le droit. Tu es obligé d'embaucher 2 voitures, d'engager 2 voitures. Bah, je pense que sinon, à mon avis, ça ferait pas chier à remonter. Parce que là, ils en remontent un paquet à les voitures. Et je pense que entre le prix que ça coûte et l'énergie que ça déploie et le temps que ça fait perdre au travail sur 2026, parce que toutes les pièces qu'il faut reconcevoir, c'est, comme tu dis, hein, c'est du travail qui n'est pas fait pour 2026. Et même 2025 déjà, donc surtout. Donc, ouais, c'est compliqué, mais malheureusement, heureusement pour eux, ils sont devenus maîtres en la matière et ils remontent des voitures plus vite que n'importe qui. Mais bon, je pense qu'effectivement, quand on voit la réaction au crash de Colapinto, je pense qu'ils en ont assez marre de cette saison, où il faut pas oublier qu'avant le week-end du Brésil, c'est pas comme si la saison avait été calme, puisqu'il y avait Sargent. Ils vont faire comme Red Bull, l'arrêt au stand dans le noir, et ils vont réparer la Williams dans le noir. On l'a fait en 3 heures seulement. On l'a connaît par cœur maintenant. C'est comme les gens qui te font un Rubik's Cube sans le regarder. Là. Mais non, c'est... Avec le livret en suédois. Ouais. Non, mais ça pourrait être, comme il dit la Poulka, ça pourrait être une bonne activation avec Lego. Ça pourrait être marrant. Mais... Ne me parlez pas de Lego. Donc voilà pour Williams. Bon, après Albon, pas de mécanique pendant la course. Donc, c'est son 6e abandon, c'est le record de l'année. Il n'a pas fini le premier tour. Il n'a pas fini le Grand Prix depuis Austin, je crois. Ah oui, putain, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas. Il a abandonné à quel tour, Albon? Ça, je sais plus à quel tour, mais c'est vrai qu'à Mexico, ouais. Mexico Brésil, il part pas. Mexico, il abandonne au départ. Et ouais. Austin, c'est assez vite, ouais, effectivement. Et ouais. Et Austin, il se fait percuter au départ et la voiture est abîmée. Et il abandonne aussi quasiment dans les premiers tours. C'est pour ça qu'on a l'impression de pas le voir en fait en ce moment. C'est juste parce qu'il se fait déboîter la. Ouais, c'est ça. On le voit le samedi, puis après. Il a fait 25 tours. En fait, il a pas fait 30 tours en 4 Grands Prix. Oh, la catastrophe. Et encore, il en a fait pas mal à Las Vegas. Moteur et tout, ouais, ça. Il y a eu 2 problèmes de moteur en plus. Ouais, donc... ouais, ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça fait beaucoup, effectivement. Je pense après, Williams ne joue plus rien, puisque voilà. Non, c'est ça. Alpine s'est envolé d'un coup au championnat, suite au Brésil. Il n'y a plus aucun enjeu pour Williams derrière. Steak peut faire un double podium, hein, on sait pas. Pardon. La dernière fois, aussi, hein. tu mets combien Non, mais la dernière fois qu'Alex a sorti une dinguerie comme ça, on est passé pas loin d'un résultat débile. Oui, parce qu'on a constaté la dernière fois qu'on a fait l'émission, Alex, que ton prono du Brésil était le plus proche de la réalité des 3 qu'on avait fait. Donc... Avec Ocon. Donc là, ouais. tu paries combien sur ce que tu viens de dire là? De toute façon, même si je mets 1 euro et même si je gagne, je suis riche. Donc... C'est pas faux. D'ailleurs, j'ai vérifié, Franck, on n'avait pas parié Mercedes. Effectivement, tu avais parié Leclerc, Sainz, Verstappen, et moi j'avais parié Leclerc, Norris, Sainz. Donc tu vois, on avait vraiment oublié Mercedes pour Las Vegas. Ah bah si Sainz avait écouté les consignes, j'avais le bon podium dans la Mercedes. C'est vrai. Donc voilà. En tout cas. Ouais, donc Williams, je pense qu'eux, ils ont hâte que ça se termine. Et puis, de toute façon, comme je mets des sous sur steak, merci Alex. Je décline là pendant mon. Non, mais pas trop non plus. Hein. C'est ça. 1 euro, c'est bien. Mais t'en fous, 1 euro, tu gagnes 1000, donc ça va. Et si tu fais un combiné en plus, un double, tu fais pour 1 euro, tu fais 1 million. C'est ça. Bottas, Joe. Voilà. Perez. Waouh. Tu es milliardaire tu ruines Winamax sur un seul pari. Tu rachètes la F1. Tu rachètes la F1 sur un seul pari. Ouais. Et on va finir par l'avertissement de l'autorité des jeux. Attention, c'était passé. Oui, évidemment. Addiction. On a l'air très sérieux comme ça. Oui. Je pense qu'il y a plus de chances de voir une victoire. Le podium d'Alpine, on l'avait quand même vu. J'avoue que ça c'était assez improbable. D'ailleurs, en parlant de double podium d'Alpine, ça n'est pas du tout arrivé ce week-end puisque. Il aurait pu avoir un podium d'Alpine quand même. Puisque Esteban Ocon termine 17ème, Pierre Gasly abandonne. Ils reperdent une place au championnat, ils sont 7ème. Bon, alors déjà bravo à Pierre Gasly pour cette incroyable qualification en 3ème position. Alors là, il est sorti de nulle part, il a fait. Personne ne savait qu'il était là, pourquoi il était là, mais comment il était là, mais il était là quand même.
Et le fait est qu'il a fait c'est en ligne totale avec ses performances depuis Austin, depuis que la voiture a évolué. Il est toujours en Q3 en qualif, il est toujours pas loin du top 5. Là, il était dedans. Malheureusement, un effort peu récompensé, puisqu'au 4e tour, sa voiture a décidé d'imploser. Donc, il y a une pièce du moteur qui est passée à travers la carrosserie et ça a été terminé. Mais selon les datas d'Alpine, tout allait bien. Oui, Ah oui. la voiture est un petit magnifique échange, effectivement. Il y a un problème le moteur, mais on voit rien. peu chaud. On voit rien, t'as le panache de fumée. T'as qu'à appuyer plus fort sur ta pipasse, c'est fort, ça accélère. Ça aussi, pour la crédibilité derrière, c'était top quand même. Ouais, c'était pas terrible. Bon, voilà, le moteur. aurait dû dire, je vous l'avais bien dit. Viri, il faut s'en passer, voilà. Marc Albon aussi, hein, c'est un problème de turbo. Hein. Oui, c'est vrai. Non, après, c'est très dommage pour Alpine, mais bon, pour Pierre surtout. Après, il faudrait quand même essayer de comprendre pourquoi il y a une telle différence de performance entre les deux voitures. Ça fera l'objet d'un article d'ailleurs de Manu demain. Mais je sais pas si tu veux déjà en parler ou pas d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'Esteban, lui, de son côté, il souffre quoi. Alors que Ouais, il mais a c'est quand même depuis... les évolutions. Et... C'est ça, c'est depuis les évolutions justement. Après, bon, ça sera plus détaillé dans demain parce que voilà, c'est intéressant, c'est assez complexe. Mais c'est vrai qu'Esteban ne trouve pas de. Enfin après, bon, moi j'arrive pas à savoir si derrière il n'y a pas un truc aussi sur le développement de la. J'ai lu en diagonale l'article, mais c'est vrai qu'après, pour moi, il y a aussi le développement qui est quand même plus autour de Gasly, et c'est normal, hein, Ocon part, donc j'ai pas oublié d'écrire l'article, je sais qu'il a écrit pour demain, t'inquiète pas. Ça s'est vu sur ton visage. Non, c'est que je sais pas trop quoi en dire, c'est un peu enfin, je l'ai lu en diagonale et puis je veux pas tout spoiler non plus. Mais effectivement, c'est vrai que Esteban c'est un petit peu en retrait. Après, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le développement de la voiture, il y a le fait qu'il est moins à l'aise avec les évolutions qui viennent d'arriver, il y a le fait que je pense qu'il a un petit peu la tête ailleurs aussi. Je serais pas trop étonné, même s'il est toujours très performant et qu'il fait toujours des courses très acharnées. Voilà, je pense que. Je pense que tu dois être le seul qui est content que Gasly abandonne du coup, parce que pour As, son future équipe, c'est du pognon en plus quand même. Hein. C'est ça. C'est 10 millions en plus quand même, une place au demi au championnat constructeur. Donc, Et oui, Alka, alors le moteur était en sur-régime, effectivement la boîte 8 est un peu courte, mais normalement le moteur est fait pour subir un sur-régime à l'aspiration. Hein. Donc là, je pense que le moteur ça a dû s'emballer, il va y avoir un truc qui a lâché, dans une pièce qui a lâché quoi. Donc, oui, c'est 15 000 tours minutes, hein, parce que j'ai vu beaucoup de du coup, Manu m'en a parlé en premier, j'étais un peu vérifié aussi un peu ce qu'il disait sur les réseaux sociaux. Effectivement, on voit le moteur prendre 1000 tours de plus quasiment que ce qu'il prend d'orbite d'habitude, mais le régime maximum est 2000 tours au-dessus. Je veux dire, les CV6 Turbo 8 peuvent prendre jusqu'à 15 000 tours minutes en mode qualif poussé à fond. Donc je crois qu'il était à 13 000 tours, quasiment 13 000 tours minutes quand c'est arrivé. Donc il y avait encore bien 2000 tours minutes de marge. Donc oui, effectivement, peut-être voilà un élément qui a mal réagi à cette aspiration. Puis les moteurs qui sont quand même pas en fin de vie aussi. C'est ça, hein, c'est le moteur fatigué aussi. Hein. On arrive en fin de saison. Donc voilà, je pense que personne en plus s'attendait chez Alpine à faire une super perf comme ça à Las Vegas, sinon ils ont foutu un moteur le plus neuf possible et tout ça pour ça. Donc je pense que eux-mêmes étaient hyper surpris de voir Pierre en 3ème position après des qualifications. Et il fallait faire avec quoi maintenant. Voilà, ils nous diront ce que c'était ou pas. Parce que je sais pas si Viry ils ont encore tellement envie de dire ce qui va se passer ou pas. L'exploitation du moteur la saison prochaine, elle va être rigolote. Hein. C'est ça, donc voilà. Oui, parce qu'effectivement. Voilà, mais est-ce que vous ne pensez pas que, vu finalement le rythme d'Alpine avec ses évolutions depuis Austin, qu'on sous-estime peut-être, est-ce qu'ils n'ont quand même pas une chance encore d'arracher leur 6ème place? J'ai tendance à penser que non, dans le sens où les deux circuits qui arrivent ne leur seront pas forcément favorables. Et, comme Las Vegas. Et non, moi j'ai tendance, parce qu'à Abu Dhabi, il y a quand même 2 longues lignes droites aussi, c'est beaucoup de pleine charge. Et après, avec des besoins de motricité qu'ils n'ont pas forcément, donc j'ai tendance à penser que As a une voiture plus polyvalente, et je pense que ça suffira. Après, la question c'est RBF1. Est-ce que RBF1 va pouvoir les passer ou est-ce qu'ils vont réussir à résister? Là-dessus, je pense qu'il y a match, mais pour moi, As finira devant. RBF1 devant Sauf s'il pleut au Qatar. Hein. C'est aussi, après le double in the stake, on a aussi l'averse au Qatar. Mais donc victoire de Bottas devant Joe et Perez dans un Grand Prix sous la pluie au Qatar. Avec Ocon 4ème et Gasly 5ème. Allez, misez tous 5 000 € là-dessus, les gars. Elon Musk sera dépassé en termes de fortune. Et Albon voit l'arrivée du Grand Prix.
Donc, ouais. Alors, c'est vrai que, après, oui, s'il pleut au Qatar, c'est des drapeaux rouges, parce que les rares fois où il pleut au Qatar, c'est pas de la petite pluie. Du coup, on en vient à la dernière news, c'est Alpine moteur Mercedes, du coup, mais moteur. Alors, je veux juste finir sur Alpine Las Vegas. C'est qu'ils ont quand même fait un foirage total avec Ocon, où ils lui ont dit tu fais l'inverse du Hülkenberg. Il a fait l'inverse du Hülkenberg, et puis il est rentré, il n'y avait personne qui l'attendait. Donc il s'est fait un petit passage dans les stands. Un petit drive-through gratos, voilà. C'est ça. Si, c'est pas pourquoi, eux savaient pourquoi. Donc non, c'est un petit peu violent. Mais voilà. L'opérationnel, qui est probablement la faute de Viry, du coup, j'imagine. En tout cas, d'après Briator, ça doit être le cas, je pense. Oh non. C'est à cause de ça, Snower qui a mis les mauvais. D'ailleurs, Viry. C'est le dilettantisme dont se plaignait Laurent Rossi. Voilà, c'est ça. Du coup, j'espère, on va faire la transition quand même, que j'espère que Viry sera quand même bien contacté par Cadillac, parce qu'ils ont un projet moteur, du coup, pour le coup, qui est vraiment validé pour 2028, a priori. Il y a quand même un moteur Renault qui tourne, et je pense que si j'étais un employé de Viry, après, s'il faut partir aux États-Unis pour ça, pourquoi pas. Je pense que pour l'instant, il n'y a encore vraiment rien qui est en place, mais ça se trouve, sera peut-être en Angleterre. Parce que Renault refuse de vendre, a priori, Viry. Parce qu'ils veulent garder une cellule. En tout cas, ils ne veulent pas vendre la propriété intellectuelle du moteur. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui a été conçu pour 2026, ça restera dans la tête des ingénieurs, mais surtout les datas, les fichiers, ça doit rester dans les ordinateurs du technocentre de Viry. Donc voilà, à moins qu'il y ait un accord, à moins que ça discute derrière pour acheter, mais j'en doute. Mais voilà, en termes de recrutement, pour nos amis de Viry, il y a une porte qui s'est vraiment ouverte là, qui est assez sympathique pour eux, et je pense qu'ils seront... On sait que déjà qu'ils ont été très courtisés par Ferrari, que certains décident de rejoindre un petit peu en avance. Voilà, puisque ces ingénieurs-là n'ont plus rien à faire l'année prochaine chez Viry, puisque à moins de corriger un problème de fiabilité soudain, mais je vois pas pourquoi ils se déclencheraient en 2025 alors que c'est pas déclenché avant. Ces gens sont un petit peu au chômage technique, question Formule 1, quoi. Il y a peut-être une petite cellule de veille pour d'éventuels problèmes qui pourraient se déclarer, mais là on a fait 3 fois 24 courses quasiment avec le gel des moteurs. Il y aurait eu un gros problème de fiabilité, ça serait déjà déclenché, quoi. Donc voilà, porte de sortie pour les ingénieurs de Viry. J'espère que la plupart ceux qui veulent rester en F1 et qui peuvent se déplacer, parce que pareil, on parlait aussi du fait de devoir quitter la France pour ça, le feront et le saisiront parce que pour beaucoup la Formule 1 c'est leur rêve et leur envie, donc on leur souhaite le meilleur de ce côté-là. Et de l'autre côté, écoutez, on aura donc ce qui a été confirmé, donc c'est Alpine, moteur Mercedes et aussi boîte Mercedes, donc toute la partie ingénierie boîte Einstein va dégager aussi sous l'impulsion de Briator. Donc au revoir tous ces gens qui savaient faire des boîtes de vitesse Einstein depuis des décennies. Un beau travail de SAP, comme on l'avait bien noté depuis le début. N'oubliez pas que si vous êtes devant une difficulté, il faut renoncer. C'est un petit peu la morale de cette affaire. Mais la morale de cette affaire, c'est qu'il faut surtout réduire une masse salariale quand tu veux vendre une équipe. Parce que moi, je reste convaincu que c'est le principal projet de Briator, c'est de revendre à Hawks et à Hightech. Qui sont pas jamais on est vendeurs de toute façon, évidemment. Non, ils ne le diront pas jusqu'au jour où ce sera annoncé. Mais maintenant, si Alex, tu gagnes ton pari avec Bottas Joe, tu peux racheter. Tu peux racheter. J'attends que Briator finisse de là. Oui, plus réduit, moi ça coûtera cher. Profite-en. Parce que là, j'ai quand même un doute sur l'inverse au Qatar. Bizarrement. Ouais, je comprends. Autant le podium de steak, ça va, je suis confiant. Autant la 4ème place d'Ocon. Voilà. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité. On a été quand même plus vite que prévu. Il nous reste encore une chose à faire, ce sont les pronostics pour le Qatar. Alors, Alex. Je commence pas pour une fois. Norris, Leclerc, Verstappen. Ah oui, mélangé. Moi j'ai avant, comme ça si tu veux, faut que tu feras le dernier. Moi je dis Norris. Norris. Merde, non, attends. Norris Pérez, on dit pas merde, on dit Pérez. Norris, Verstappen, Piastri. Oula. Moi je fais du old school Verstappen contre McLaren. Eh ben moi je vais être sur la surprise générale. Je vais dire Personne qui voit avec McLaren sur le podium alors.
Hein Moi, je, Mercedes, pardon. Ah oui, moi, non, je- Mercedes, non, je vois. Maintenant, il fera je- chaud pour moi. Et, moi, je vois Leclerc, Norris et Hamilton. Oui, il y a de la grosse cote là, parce que Leclerc, ouais. Je dis que c'est une saison qui tient toutes ses promesses et je vois pas Non, mais de toute pourquoi façon, on on a devrait... beaucoup de chances de te tromper puisque c'est trois équipes qui peuvent jouer la victoire. C'est ça. C'est Oui, aussi voilà, pour c'est ça ça. que c'est aussi pour ça que c'est toujours intéressant. Et heureusement, d'ailleurs, ça fait qu'on disait hier, c'est que la saison est longue, mais au moins on a des intérêts à regarder les dernières courses. Ouais. Euh, Puis il y a sprint au Qatar. Sprint au Qatar, moi je parie sur un doublé McLaren. Je pense qu'ils vont faire le plein de points, ils vont être champions. Voilà. Et l'autre pari suivi hier, c'est au bout de combien de tours Pirelli va éclater ses pneus cette année. Alors non, Voilà. les vibreurs ont été refaits. Ils ont été Arrondis. limés C'était arrondi. avec Ouais. des tests. Ils ont modifié des vibreurs. Ils ont envoyé l'échantillon à Pirelli qui a fait des nombreux tests dans son usine. Et ça a permis d'être sûr qu'il n'y aurait pas les mêmes délaminations de pneus qui avaient obligé les équipes à s'arrêter tous les 18 tours maximum. On oublie un petit peu ça, mais c'était n'importe quoi cette course. Globalement, il y a un consensus pour dire que McLaren, conformément à ses discours, sera bien de retour à l'avant. Voilà. Maintenant, il faut espérer pour eux parce que sinon, c'est le titre constructeur qui va jouer à Abu Dhabi. Exactement. Et j'en profite pour mettre en avant le pronostic de Xoans qui dit Grosjean Hertha Frenzen. Écoute, Il va être encore plus riche que moi. tu nous donneras l'adresse de ton dealer, hein, parce que là, c'est même plus une Oui. tentative de mon prono. Là, je sous vais la même pas neige. sortir dessus. Sous la neige. Artificiel du coup. Évidemment. Bah oui, Ah, non. c'est des stations de ski. Voilà, que des jambons. Pas mal. Très belle remarque, très belle référence au monde perdu de la poule cave. N'allez pas sur les vibreurs, c'est comme n'allez pas dans les hautes herbes de Jurassic Park. C'est vrai que c'est un peu ça. Mais là, normalement, cette année, ça devrait aller mieux. Par contre, ils vont mettre du gravier derrière les vibreurs pour être sûr que les pilotes n'y aillent pas. Comme ça va les dissuader un peu. Calmer pour de bon. Bon, j'attends Perez qui va nous faire un slide sur un vibreur et qui va défoncer son plancher. Il devait y avoir de l'air, mais Xoan l'a fumé malheureusement. Ah là là. Et je parie sur une élimination en Q2 de Perez. Voilà. Par contre, on a BMX qui est bloqué en 2018 et qui sort Hamilton, Verstappen, Bottas. Bon, bah les C'est vrai amis, que c'était fort sympathique. Bah oui, merci à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour le débriefing, l'avant-dernier de la saison, qui ne sera pas l'avant-dernière émission de la saison, puisqu'on vous a dit qu'on ferait une petite FAQ et puis un bilan de la saison. Mais ce sera le débriefing de l'avant-dernière course qui se déroulera ce week-end, des horaires en après-midi et en soirée. La course sera à 17h. Les journées commenceront à 14h30 et 15h de mémoire. Vous avez tous les horaires qui arriveront sur la présentation sur NextGen demain. Et puis après, les horaires seront affichés en haut du site tout le week-end, comme d'habitude. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Franck, merci Alex. Merci à tout le monde. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et à mardi prochain sûrement. Ciao. Ciao. Ciao.